Manga Badass fait une vidéo sur le shoujo manga. C'est pas très badass tout ça. Bah déjà, va mater ma dernière vidéo sur le manga de boxe Hajime no Ippo et on en reparle. Surtout que tu n'auras pas de pub, alors que tu peux même le regarder en plusieurs fois sans que ça te fasse chier. Pour rappel, je ne monétise plus mon contenu depuis, je ne sais plus, peut-être plus ou moins 1 an. Alors faites-vous plaisir, elle est à voir et à revoir. Mais pourquoi un rétro shoujo sur la chaîne Manga Badass? Bah je vous explique ça tout de suite après le générique. Cette vidéo est un peu un hors-série rétro manga. Après les rétro shonen, je me suis laissé convaincre de continuer l'aventure avec les rétro seinen. Et je ne vous cache pas que derrière le temps que ça me prend, cela me procure également beaucoup de plaisir. Puis c'est en travaillant plus minutieusement mes rétrospectives que je me suis rendu compte que j'avais lu pas mal de shoujo l'air de rien. Et que ça m'embêtait de les laisser sur le bas-côté. Alors certes, je ne suis pas la personne ayant le plus de connaissances et de légitimité dans ce domaine, j'ai des lacunes, mais j'ai aussi une expérience de lecteur de la première heure qui peut se compter à travers cette vidéo. Puis pour tout vous dire, j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai lu certains titres pour combler ces lacunes, alors certes, pas dans leur intégralité, et pourtant c'était pas l'envie qui me manquait concernant 2-3 séries en particulier, et c'est pour ça que je ferai appel à quelques intervenants prêts à me donner un coup de main sur certains titres qui eux les ont lus intégralement. Petit rappel tout de même, la liste de mangas que je vais citer n'est pas exhaustive, il y aura des manques bien évidemment, ce sera à vous de la compléter à travers les coms si vous estimez que cela est nécessaire. On ne perd plus de temps car la vidéo risque d'être assez longue, après rien ne vous empêche de la regarder en plusieurs fois, voire à plusieurs reprises si cela vous chante. Et on commence avec Candy Candy de Yumiko Igarashi au dessin, à qui l'on doit également Lady Georgie, et de Kyoko Misuki au scénario. Alors c'est une série en 9 tomes parue en 1993 et dont la parution au Japon date de 1975. Ce fut le premier shoujo manga à être édité en France à la même période que le premier shonen manga Dragon Ball. Et de fait, c'est la maison d'édition Kodansha France qui éditera Candy Candy. Fait exceptionnel parce que par la suite, on n'entendra jamais plus parler d'eux. Pour ceux qui ne connaissent pas Candy, il faut savoir que pour ma génération, c'était le dessin animé japonais emblématique pour filles et il ne fallait pas se fier aux apparences parce que ce n'était pas tout rose. D'ailleurs, la mort d'un des protas a été censurée car elle a été traumatisante pour les parents. À se demander si ça n'a pas lu La petite fille aux allumettes un jour. La diffusion date de Recrea 2, donc on est plus à l'ère de Goldorak et Albator. Alors que moi, je suis plus de la génération Youpi, l'école est finie, sur la 5. Ce qui fait que j'ai de vagues souvenirs de l'animé, mais le générique me restera ad vitam aeternam avec le titre Au pays de Candy. Il est curieux d'ailleurs qu'aucune maison d'édition a tenté de la rééditer jusqu'à maintenant. Mais j'ai eu la réponse par la suite car apparemment, la dessinatrice et la scénariste serait en contentieux, ce qui bloquerait l'exploitation de la licence à l'étranger. Pour ceux qui suivaient la parution de Coq de combat en France, on a déjà connu ça. Pour préparer cette vidéo, j'ai pris le temps de lire les 4 premiers tomes et c'est vraiment très bon. Déjà graphiquement, je ne trouve pas que ça a mal vieilli. On retrouve la patte de Yumiko Igarashi que je connaissais déjà à travers Lady Georgie. Je redécouvre la licence à travers le manga et j'ai donc hâte de finir la série puisqu'à partir du tome 5, je vous avoue ne plus me souvenir de la suite. Il n'y a plus qu'à espérer que la maison d'édition Black Box arrive à exploiter les droits de la Deluxe de Candy Candy puisqu'on leur doit déjà la version Deluxe de Georgie. Allez, la transition est trop bonne, parlons de Georgie. Georgie, ou Lady Georgie, de Yumiko Igarashi, donc au dessin, et de Man Izawa au scénario, est d'abord édité en 2007 par Tonkam. La série compte 5 tomes et sa parution au Japon date de 1982. C'est d'ailleurs cette collection de Tonkam que je possède toujours. Mon premier rapport à Georgie vient de sa diffusion animée, une série télé que j'aimais beaucoup regarder car la relation des deux frères et de Georgie m'intriguait beaucoup, à la limite de l'inceste, sans oublier le rapport conflictuel que la mère a avec Georgie, rongée par la crainte et la jalousie. Bon, il y a des notions de demi-frère de mère adoptive, mais quand même ça allait loin. Niveau scénario, je crois que j'étais dans mon premier feuilleton.
Mais pour vous parler de cette licence, sans cette pointe de nostalgie qui m'accompagne pour ce titre en particulier, je fais appel à Monsieur Mangas qui lui a lu le manga d'Eddie Georgie bien plus récemment que moi grâce à la réédition proposée par Black Box et qui va pouvoir vous dire ce qu'il en a pensé. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Mangas pour vous parler de Lady Georgie. Je n'ai pas connu les animés Georgie et Candy qui sont deux animés adaptant des mangas dessinés par Yumiko Igarashi. J'ai profité en 2016 que Black Box Edition propose un financement participatif de la série pour la découvrir. Et j'ai adoré, le dessin est soigné, l'histoire est dure, et ça c'est une chose qu'on oublie avec les shoujo, et même les vieux shoujo, c'est que ok, il y a des histoires d'amour, mais souvent elles sont dures. Le manga, je le garde fort dans ma collection parce que c'est vraiment un travail soigné. Black Box a fait du très bon boulot. On a une hardcover, on a un marque-page en tissu, des pages très blanches de très bonne qualité et des pages en couleur. Vraiment, une super édition que je conserve fort dans ma collection. Maintenant, la grande question, est-ce qu'il s'agit d'un manga culte? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que c'est une des grandes œuvres de Yumiko Igarashi, un des grands mangas qu'elle a dessiné. Le problème, dans tout ce qu'elle a dessiné, il y a Candy Candy, ou Candy chez nous, et je pense, sans me tromper, que l'œuvre la plus culte en francophonie, ça reste Candy, parce que quand on pense shoujo, petite blonde avec les cheveux frisés, on pense forcément à Candy et pas à Lady Georgie. Merci Monsieur Mangas pour cette première intervention de qualité, mais au vu de ce que tu proposes sur ta chaîne, j'en ai pas douté une seconde. Je dois tout de même vous avouer une chose, avant de voir la vidéo de Monsieur Mangas, je n'avais aucune idée de la qualité d'édition de la Black Box. Je m'attendais à un grand format basique façon Devilman et compagnie, alors comparé à ma vieille édition de poche de Tonkam, je n'ai pas pu résister de me procurer ce format de luxe avec hardcover, page couleur et le signet là, le petit lacet, tout ça. Et c'est tout ce que j'aime, je suis aux anges. Vampire Miyu de Narumi Kakinochi au dessin et de Toshiki Hirano au scénario. Alors d'abord édité en 95 en 2 tomes chez Samurai Edition, puis en 6 tomes en 1999 chez Atomic Club, la licence sera de nouveau abandonnée alors que la parution au Japon date elle de 1989 et la série compte 10 tomes. Si aujourd'hui j'avais le manga entre les mains, je verrais tout de suite que c'est un shoujo manga. À l'époque de sa commercialisation, ce n'est pas la première impression que j'avais, mais plus un récit avec une ambiance feutrée et poétique sur le thème du vampire romantique. Une approche encore une fois que je trouvais inédite en manga, intéressante, qui sortait des sentiers battus avec cette atmosphère presque spectrale. En vrai, je ne sais pas si c'est la nostalgie qui parle, mais ça mériterait une réédition ne serait-ce que pour avoir l'intégralité de l'œuvre. Sailor Moon, édité en 1995 chez Glénat. La série compte 18 tomes, alors qu'elle est parue au Japon en 1992. En vrai, je suis étonné qu'on ait eu l'anime si tôt en France. Il y aura eu la Revival édition en 12 tomes chez Pika, refaite par l'autrice Naoki Takeuchi, puis l'éternelle édition de chez Pika toujours, avec page couleur, nouveau découpage, tout ça, grand format cartonné et paillettes. À l'image de Candy, c'est un manga que j'ai d'abord connu en animé, très bien même, étant totalement de cette génération de téléspectateurs. Il faut dire que les thèmes de Magical Girl étaient largement exploités à travers les animés de mon enfance. Je pense à Guigui, Amy Magique ou Crémy Merveilleuse Crémy. Petit aparté, c'est en travaillant la vidéo que j'ai appris qu'il y a eu un OAV réunissant Guigui et Crémy. Comme beaucoup d'animés shoujo de l'époque, ces dessins animés que nous considérions pour filles, j'ai appris à les apprécier. Certes, ça pouvait être à défaut dans l'attente du prochain épisode d'un de mes dessins animés préférés, ou parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à regarder. Mais quand même, j'ai pris plaisir à regarder l'animé de Sailor Moon. Et on ne peut pas nier l'impact que ça a eu à travers le Club Dorothée. C'est d'ailleurs pour ça que Glénat a misé dessus très vite avec Ranma 1/2, premier phénomène Girls Band. Totalement inspiré du phénomène Senseiya, chacun avait sa Sailor préférée. Pour ma part, c'était Sailor Jupiter, mais plus tard, j'ai appris à toutes les apprécier avec l'aide de certains doujinshi interdits aux mineurs, bien que je fusse encore mineur. Quant au manga, pour être honnête, je n'ai jamais réussi à rentrer dedans car graphiquement ça ne me parlait pas du tout. J'ai tout de même lu plusieurs tomes, mais c'était très marqué shoujo à l'heure où je lisais du gun. Curieux, j'ai pris le premier tome de cette éternelle collection, d'abord pour l'objet,
qui est une très belle édition. L'absence d'un petit signet personnalisé par une seller aurait pas été de trop, mais bon, on chipote. Je vous fais un petit topo parce que, l'air de rien, aussi incroyable que ça puisse paraître, tout le monde ne connaît pas Sailor Moon. On suit Usaki, mauvais élève toujours en retard qui aime jouer aux jeux vidéo, qui va faire la rencontre de Luna, un chat noir avec un croissant de lune sur le front, et c'est ainsi qu'il va lui donner le pouvoir de se transformer afin de combattre les forces du mal. Son rôle sera aussi de réunir autour d'elle une équipe dont Sailor Vénus, déjà en activité, Sailor Neptune, Sailor Mars et Sailor Jupiter. En vrai, à ma lecture du premier tome, je trouve au manga un certain charme, même si certaines trames font vieillotte aujourd'hui dans le rendu graphique. Les dessins, eux, ne font pas dater, en tout cas dans cette édition. Bien sûr, il y a dans le récit une atmosphère des années 90 qui joue avec les codes du Sentai et de la Magical Girl. En vrai, j'ai bien envie de lire la suite pour redécouvrir toute l'œuvre qui, je vous l'avoue, aujourd'hui reste floue. Mais je ne sais pas si je suis prêt à investir dans cette collection éternelle. Il est fort possible que je relise plus tôt dans sa version numérique. À voir. On va prendre le temps de s'attarder sur la production Clamp. Rigveda, édité en 1995 chez Tonkam, la série compte 10 tomes. Sa parution au Japon date de 1990. Il sera mon premier shoujo, même si à l'époque j'en avais pas conscience, mais aussi, et donc logiquement, mon premier Clamp. Et historiquement, le premier Clamp édité en France. Mais qui est Clamp? Alors, Clamp est un collectif qui comprenait initialement une dizaine de membres qui, dans les années 80, suivaient les mêmes cours de dessin. C'est en 1990 que commence la publication du manga Rigveda, créé par 7 membres du collectif. Mokona, celle qui s'affirmera comme la dessinatrice principale du groupe, sera l'investigatrice de la création de Tokyo Babylon. Et en 91, des 7 membres de Rigveda, elles passeront à 4, tel que l'on connaît aujourd'hui le studio Clamp. Et donc Mokona, la principale dessinatrice, Nanase Okawa, qui est la leader du groupe et la porte-parole, c'est elle qui s'occupe de la plupart des scénarios, Tsubaki Nekoi est une dessinatrice plus spécialisée dans les SD, et Satsuki Igarashi, qui s'occupe des trames et des designs des livres. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller les chercher sur Wikipédia, c'est là que j'ai trouvé toutes ces infos. Mais revenons à Rigveda. Alors, j'ai toujours dit RGVeda, mais ça se prononce Rigveda. Alors, je me souviens avoir bien aimé ma lecture, même si je trouvais un peu étrange que des persos bien badass avaient un style aussi efféminé, ce qu'on qualifie d'androgyne. Je vous rappelle que ma lecture date de plus de 25 ans quand même. Hormis quelques relations un peu ambiguës, le récit faisait la place belle à de superbes scènes d'action et de pouvoir. Graphiquement, je trouvais ça assez impressionnant et inédit dans sa conception. Et fort de son succès, Tonkam éditera en 2009 le format Deluxe en 7 tomes. Curieux, je me suis pris les premiers tomes à bon prix, ne comptant pas me procurer la collection intégrale, étant elle hors de prix. Alors, je ne connaissais que le dos de cette édition, qui est assez moche, il faut le dire, et là je découvre les dorures, les illustrations magnifiques, et même un livret avec le tome 1. Bah merde, c'est du beau livre, du bel effet, du plus bel effet dans une mangathèque. Et finalement, je ne serais pas contre de me procurer la complète, mais bon, on va pas déconner. On peut toujours prier pour une réédition de cette Deluxe qui ne serait pas de trop dans le paysage manga. Je vous fais un petit topo histoire de quoi. Suite à une prophétie, un exécuteur nommé Yashao se rebelle face à son empereur, entraînant l'anéantissement de son clan pour retrouver et protéger le dernier descendant d'Ashura-Oh. Alors aujourd'hui, je vous avoue ne plus avoir souvenir de la fin de cette œuvre, pourtant pour beaucoup elle est mémorable. Et après avoir demandé à l'Instagrammeur les récits du vieil otaku pour qu'il me rafraîchisse la mémoire, je confirme que même après 25 ans, j'aurais dû m'en souvenir. Tokyo Babylon, édité en 1996 chez Tonkam, la série compte 7 tomes, sa parution au Japon date de 1991, il y aura même une adaptation animée en OAV de la licence distribuée chez nous dans la collection Manga Video et Manga Mania pour la version kiosque, puis en 2009, repris de la Bunko, Tonkam rééditera la série en 5 tomes, et de mon côté, je prie qu'une annonce se fasse pour que soit édité en France la version Deluxe en 3 tomes. Encore un manga que je n'aurais pas qualifié de shoujo, alors qu'avec le recul, tous les éléments sont présents. La relation plus qu'ambiguë entre les protas, le style graphique, tout, mais j'étais trop hypé par l'ambiance de l'œuvre, c'est
cette utilisation de la magie, de l'exorcisme et des pentagones, c'était si exotique, si ésotérique à l'époque, si puissant de créativité en vrai. Aujourd'hui, la nostalgie parle. Et il reste un de mes shoujo favoris, ce pourquoi j'en appelle à sa version deluxe. X, édité en 2000 par Tonkam, la série comptera 18 tomes. Sa parution japonaise date de 1992. Elle aura aussi le droit à une version double en 2008. Cette licence a tout pour elle. Des graphismes somptueux, des protas et des antas, tous plus stylés les uns que les autres. Du crossover avec des persos de Tokyo Babylon, de l'action, tout pour elle, hormis une fin. Voilà, c'est tout de même assez incompréhensible lorsque nous savons que Clamp est d'abord un collectif, tout ne dépend pas forcément d'une seule personne. Pour ma part, après cela, il y a une cassure avec le studio. Franchement. Surtout que par la suite, elles sont loin d'avoir chômé, ce qui est encore plus incompréhensible pour moi. Sinon, j'ai souvenir aussi d'un animé de très bonne fracture. Je vous ferai bien un petit topo, mais je vous avoue que c'est un peu casse-gueule. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Kamui, le héros ou anti-héros de l'histoire, doit faire un choix pour sauver ou pas l'humanité. Et que la roue du destin se mettra en branle selon quelle fraction de combattants il rejoindra. Bien sûr, les événements feront que prédictions et prophéties de fin du monde seront reliées au choix douloureux que devra faire Kamui. De mémoire, l'effervescence autour de cette licence était assez énorme pour l'époque et surtout elle mettait tout le monde d'accord, aussi grâce à son animé. Elle s'est juste sabotée. Mais si vous avez l'occasion de lire la série, faites-vous plaisir, vous allez vous régaler. J'enchaîne avec d'autres licences signées Clamp. Magic Knight Riot. Alors d'abord édité en 96 chez Manga Player, sa parution au Japon date de 94. Il y aura une réédition chez Pika en 2001 et en 2020, oui, presque 20 ans plus tard, dans une édition améliorée avec illustration, page couleur, tout ça. J'ai passé mon chemin concernant cette licence. De ce que j'avais compris, elle a des élans de Magical Girl, d'Isekai et de Mecha. Mais en vrai, j'en sais foutre rien. Voilà. Je n'avais pas non plus vu son adaptation animée. Et n'ayant pas trouvé d'intervenant pour pallier à mes lacunes, je vous laisse donner votre avis au sujet de cette licence, voire de sa dernière réédition, à savoir si elle vous a plu ou pas, et est-ce que vous la conseilleriez aujourd'hui. Wish, une série éditée en 1999 qui compte 4 tomes chez Tonkam. Sa parution japonaise date de 96 et le manga a été dessiné par la seconde dessinatrice de Clamp. Elle aura droit à une réédition française toujours chez Tonkam en 2010. C'est l'histoire d'un ange du royaume céleste qui va se retrouver redevable auprès d'un terrien, prête à exaucer n'importe lequel de ses vœux. Seulement, il ne demande rien, alors elle prend la décision de s'installer chez lui pour X raisons. Je n'ai pas eu l'occasion de lire cette licence et pour ne rien vous cacher, elle non plus ne m'a jamais rien dit. N'hésitez pas à en parler en com si vous l'avez lu, ça rendra la vidéo que plus interactive. Cardcaptor Sakura. Alors d'abord édité en 1999 chez Manga Player, sa parution japonaise date de 1996. Alors la licence fut abandonnée au bout de 2 tomes, mais on devrait dire interrompu puisque c'est certainement dû à la liquidation de Manga Player pour devenir Pika Edition. C'est en 2000 que Pika réédite Cardcaptor Sakura dans son intégralité. La série compte 12 tomes. Au vu de son succès, elle aura également droit à une version double en 2008 et en 2017, elle fait peau neuve dans une édition anniversaire des 60 ans du magazine de prépublication qui comptera 9 tomes, ce qui correspond à 1 tome et demi de l'ancienne édition. Alors, je me dois de revenir sur l'animé diffusé en 2001 sur M6 qui aura accompagné toute une nouvelle génération post-Club Dorothée. On peut le dire, elle sera la digne successeur de Sailor Moon à mes yeux. Si je ne dis pas de bêtises, cette licence aura un univers partagé avec Tsubasa Chronicle et XXX. Alors, petit topo, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, en faisant le ménage dans la bibliothèque de son père, découvre un étrange livre. En l'ouvrant, elle libéra les cartes magiques de Clo, dont elle sera chargée par le gardien des cartes de les retrouver avant qu'elle ne commette des catastrophes. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus car, à part avoir entreaperçu des épisodes sur M6 et lu le premier tome que j'ai téléchargé en numérique, je ne connais pas la licence plus que ça et il est même fort possible que vous la connaissiez mieux que moi. Dans tous les cas, c'est une licence qui aura marqué son temps, le jeune public, qu'il soit fille ou garçon, en remettant le mythe du Magical Girl sur le devant de la scène. Il y a également une suite de Cardcaptor qui se nomme Clear Car Hen et qui me semble-t-il est toujours en cours au Japon avec 12 tomes.
Tous les tomes sont disponibles en numérique si ça vous intéresse, mais faites attention de ne pas faire la même erreur que moi. J'ai d'abord téléchargé la suite Clear Carhen, ne sachant pas qu'il y avait une suite, et n'ayant surtout pas fait la différence avec la première série, puisqu'il y a actuellement 11 tomes parus en France. Trèfle, d'abord édité en 1999 chez Manga Player, sa parution japonaise date de 1997. J'ai souvenir que la licence nous proposait un produit très original car c'était la première fois qu'on découvrait un manga avec une surjaquette en plastique, un peu à l'image que ce que nous propose aujourd'hui l'édition de The Dark de Kyu Hayashida. Seulement, il me semble que la série sera abandonnée, enfin interrompue au bout du tome 3, vous connaissez la chanson, Pika reprend le catalogue de Manga Player et en 2001, Pika édite les 4 tomes de la licence, puis en 2009, il propose l'édition double, donc en 2 tomes. Et à l'instar des autres titres du studio Clamp, Trèfle sera réédité en 2022 sur le modèle de la nouvelle édition japonaise et avec le même découpage que 2009, donc en 2 tomes. Je me suis téléchargé le tome 1 de la réédition pour me faire une petite idée de la licence. C'est un style graphique avec des dessins proches de X, mais en plus mature, plus épuré, très aéré, voire poétique. La narration ne semble pas facile d'accès. On part sur un soldat qui doit protéger une personne pour X raisons, ce qui n'est pas sans nous rappeler Rigveda, mais dans un autre univers plus space. On quitte les licences Clamp pour faire la connaissance d'une des pionnières du manga shoujo en France avec le titre de Fushigi Yugi de Yu Watase. Édité en 1998 par Tonkam, la série compte 18 tomes, sa parution japonaise date de 1992. Elle aura une réédition en 2003. Je crois bien que c'est le premier isekai qui paraît chez nous, si ce n'est pas Magic Knight Reheart. Et entre nous, c'est l'élément qui ne m'a pas donné envie de découvrir le titre. Et je ne fais pas du isekai bashing. Disons que ce n'était pas du tout le genre de lecture que je souhaitais avoir à l'époque. Parce que pour caricaturer, je voyais ça comme une aventure dans un monde imaginaire pour dire qu'à la fin, ce n'était qu'un rêve. Voilà. Mais en vrai, je ne connaissais rien du titre et j'ai quand même potassé un minimum. Et en me lisant le tome 1, j'ai été agréablement surpris par lui car je m'attendais à plus nunuche. J'ai même perçu des qualités qui me donnent envie de lire la suite. En attendant, je laisse la parole à Capsule Manga. Et bonsoir à tous. Ok. Ce n'est pas ce qui était prévu. Je vous présente Univers Malice. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram ou sur sa chaîne YouTube. Ce gars est dingue. Pour tout vous dire, j'ai fait sa connaissance via Mangalikwa après la réunion des Kage de Kana. Et peut-être qu'un jour, il vous racontera son expérience sur comment il a rencontré Masakazu Katsura à son studio au Japon. En attendant, il devait parler d'Hayashi no Ceres, mais bon, il a l'air chaud pour parler de Fushigi Yugi, alors on va pas le priver. Tout d'abord, je remercie le poteau Manga Badass pour l'invite, mais trêve de mondanité, on est là pour parler manga. Alors si je vous dis Isekai, Royaume en guerre, Heroic Fantasy, de la baston avec des pouvoirs, du style, de l'humour, vous allez me dire Fushigi Yugi, bien sûr. Alors Fushigi Yugi, c'est l'histoire de Miyaka, une jeune fille qui se rend avec sa copine Yui en bibliothèque, histoire d'étudier ou se divertir. Bon, vous me direz, à l'époque, il n'y avait pas internet, alors il fallait bien trouver quelque chose. Quoi qu'il en soit, ces jeunes filles vont se retrouver en fait plongées dans un autre monde au travers d'un manuscrit qui est particulier. Donc les écrits des 4 dieux du ciel et de la terre, vous voyez le truc légendaire? Bref. Comme tout bon héros de ce genre, en fait, ça va être des personnes qui auront des particularités, notamment Miyaka, qui sera en fait la prêtresse de Suzaku, vous voyez, l'élu légendaire que les gens attendent pour sauver le royaume, actuellement en guerre face à un autre royaume, donc du nom de Seiryu, qui a justement en fait les mêmes particularités. Et donc en gros, cette jeune fille qui va devenir la prêtresse par la force des choses va devoir partir à travers le royaume à la recherche de ses 7 protecteurs, donc 7 grands guerriers qui lui permettront tout simplement de faire face au royaume opposé et donc de restaurer la paix dans la mesure du possible. Seulement, naturellement, il va se passer énormément de choses, donc de l'amour, de l'humour, de la trahison, tout un tas de choses en fait qui nous tiennent en haleine au fur et à mesure des volumes et qui vraiment font de cette œuvre une œuvre particulière. J'aimerais vous dire énormément de choses au sujet de cette œuvre, mais ce serait vous spoiler. Donc j'espère que vous le découvrirez. En tout cas, moi, il m'a beaucoup marqué. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Merci. Alors, cette fois-ci, je laisse vraiment la parole à Dark Juju ou Capsule Manga. Ça dépend si vous le suivez sur Twitter ou sur YouTube, voire sur son podcast Bunko. Et lui aussi, il a lu Fushigi Yugi dans son intégralité. Et il peut donc vous donner un ressenti plus global de l'œuvre. Salut Manga Badass, alors ça me fait plaisir que tu parles de Fushigi Yugi puisqu'en fait c'est tout simplement mon premier shoujo quand j'avais 17 ans en 1998.
Et ça remonte, hein. Et là, avec ça, j'ai appris en fait les codes du shoujo, puisque à l'époque, c'était pas inné, c'était mon premier. Et je comprenais pas pourquoi un coup, les gars, ils avaient les cheveux blonds, les cheveux noirs. Au début, j'ai cru que c'était des persos différents en fait. Bon, bref. Après, j'ai compris, c'est bon. Aujourd'hui, j'ai intégré ça, donc voilà. Et là-dedans, en fait, c'est une sacrée aventure épique qui nous attend, hein. C'est-à-dire que c'est l'histoire de deux jeunes étudiantes qui, sous la pression des études, ben, vont aller, on va dire, se réfugier dans une bibliothèque, oui, ok. Mais à l'intérieur, elles vont trouver un livre magique et elles vont être transportées dans ce livre. Et c'est un vieux roman chinois et qui parle de 4 dieux. Et en fait, elles vont toutes les deux incarner une prêtresse et se retrouver dans des camps opposés et devenir ennemis. Donc c'est en 18 volumes, c'est surtout la première partie qui est vraiment intéressante, hein, les 13 premiers volumes, et c'est une grande aventure avec de nombreuses responsabilités qui attendent les héroïnes, et il y a plein de personnages hyper attachants, et je peux t'assurer que la mangaka, elle est pas tendre avec eux. Et il y a pas mal de morts de personnages principaux, pas mal de drames, donc c'est quelque chose qui changeait par rapport au shonen de l'époque. Même si il y a une histoire d'amour un petit peu gnangnan aujourd'hui, mais ça serait passé à côté d'une histoire super captivante. Et en plus de ça, il faut savoir qu'il y a une suite, enfin une préquelle, ça a été dessiné après, mais ça parle de la deuxième prêtresse, donc ça se passe avant la première saga, et on revoit les mêmes personnages, sauf qu'ils sont plus jeunes, voire vivants, alors qu'ils sont morts dans la première saga. Donc ça c'est plutôt cool, c'est vraiment un lore complet dans cette saga. Donc le manga il a mis genre 10 ans pour finir, c'était atrocement long, mais c'est une super aventure aussi, il n'y a pas de redondance en fait avec la première saga, c'est plus mature, donc c'est une excellente surprise. Et aujourd'hui, il manque la dernière partie, donc la première prêtresse qui a commencé en 2017. Mais pareil, c'est assez long à être publié, c'est encore inédit chez nous. Et j'ai vraiment hâte que ça arrive pour clôturer cette saga. Donc ne passez pas à côté de la saga Fushigi Yugi. Vendu comme il l'a vendu, pour ma part, il ne fait aucun doute que je prendrai le temps de tout lire. Alors la série n'est hélas pas disponible en numérique. Par contre, vous pouvez la trouver assez facilement sur le marché de l'occasion. La mangaka a beau être une des pionnières du shoujo manga en France, je ne m'étais jamais attardé sur aucun de ses titres jusqu'à aujourd'hui. On va donc prendre le temps de s'attarder sur d'autres de ses œuvres, dont Ayashi no Ceres, édité en 2000 par Tonkam. Sa parution japonaise date de 1996. C'est le second manga de l'autrice Yu Watase après Fushigi Yugi. J'ai également lu le tome 1 en téléchargeant sa version numérique afin de me faire une petite idée du manga, et on y retrouve des ingrédients similaires à ceux de Angel Sanctuary, mais en bien moins gothique. Ça reste un récit plus sombre que ce que la mangaka proposait avec Fushigi Yugi, mais toujours avec ce classique triangle amoureux des romances shoujo. Pour vous en parler plus en détail, je vais laisser l'Instagrammeur les lectures d'un vieil otaku pour vous en dire plus. Salut Manga Badass, ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi pour ta petite rétrospective du manga shoujo en France. En plus là tu m'as demandé de parler d'un manga des années 90 et c'est un peu mon créneau, c'est un peu mon dada, c'est un peu tout ce que j'aime en fait. Alors que, en fait, si tu te rappelles bien, au milieu des années 90, fin des années 90, on n'avait pas trop la notion de manga shoujo, seinen ou shonen. On voyait des mangas, c'était pas classifié dans les Fnac ou les trucs comme ça, et c'était pas rangé par catégorie. Je sais même pas si ces catégories-là existaient en fait chez les éditeurs à cette époque-là. Donc on voyait un manga, on en prenait, on n'en avait pas des 100 et des 1000 comme maintenant, donc on voyait un nouveau manga, on prenait et on testait. Et moi, du coup, à cette époque-là, j'avais donc pris Ayashi no Ceres, j'avais testé, et j'avais vraiment adoré, et jamais je me serais dit que c'était un manga pour les filles. Et même maintenant, en me replongeant un peu dedans, je me rends compte qu'il va plus loin que les codes shoujo qu'on peut avoir maintenant. Alors c'est beaucoup plus sombre, j'ai pas souvenir, à part avec des shoujo genre Bazara, quelque chose comme ça, où on voyait des personnages secondaires mourir, ou avec un humour un peu beaucoup plus mature et adulte. Alors que là, dans ce manga qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille que l'année de ses 16 ans, elle apprend qu'elle est la réincarnation d'une déesse qui est vouée à annihiler toute sa famille, alors que son frère jumeau, lui, est la réincarnation du fondateur de cette famille. Donc le choc est terrible pour les deux personnages, surtout que la famille de la fille décide de la tuer, donc elle envoie un assassin pour l'éliminer, un assassin amnésique, et donc elle parvient à s'enfuir, et c'est là qu'elle apprend qu'elle a des pouvoirs magiques, et qu'elle a une descendance par rapport à une fée. Et après on se doute bien... ça reste quand même un shoujo, donc le coup classique du tueur qui va
progressivement tomber amoureux de sa proie, ça va pas louper, ça va arriver, on s'en doute bien, mais c'est beaucoup moins gnangnan, par exemple, que de la même autrice, t'as Fujugi Yugi ou Alice 19, où là, vraiment, voilà, c'est pareil, il y a de la magie, il y a de la mythologie, il y a de l'action, mais c'est vraiment un peu mièvre, tu vois, c'est le truc girly de base. Là, c'est vraiment, on a un manga sombre, on a un manga qui est plutôt marrant, avec des personnages qu'on s'attend pas à voir mourir et qui meurent, et ça fait plaisir un peu quelque part. Comme quoi, le cliché du manga shoujo girly, on peut vite l'effacer, et pour ceux qui ont peur de lire du shoujo, et qui veulent une bonne lecture de fantastique, tout ça, eh ben, ils peuvent lire ce manga parce qu'ils seront pas déçus. Donc ben voilà, j'espère que tes abonnés ils jetteront un coup d'œil sur ce manga. Par contre, il est plus édité, c'est Tonkam qui avait les droits avant de devenir Delcourt Tonkam. Donc voilà, ben, go pétition pour une réédition pour ceux qui l'ont pas. Mais apparemment les tomes sont encore trouvables facilement en occasion, la plupart. C'est pas une très longue série. Donc voilà, je vous conseille d'être curieux et de jeter un coup d'œil à ce manga. Allez, ciao badass et merci. Encore un grand merci à toi. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi d'enregistrer avec les moyens que tu avais à ta disposition, mais tu as assuré. Merci. Alors, effectivement, le manga Ayashi no Ceres n'est plus disponible dans le commerce, mais il est bien dispo en numérique pour ceux que ça intéresse de lire sur tablette par exemple. Sinon, comme l'a dit notre ami, la série est encore facilement trouvable dans son intégralité sur le marché de l'occasion et pour pas trop cher. Imadoki de Yu Watase, édité en 2002 chez Tonkam. La série compte 5 tomes, sa parution date de 2000 au Japon. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Je ne vais pas m'attarder plus que nécessaire sur toutes les œuvres de Yu Watase. Néanmoins, à travers son catalogue édité en France, on peut percevoir son succès auprès du public français et la plupart de ses titres sont disponibles en numérique, si on nommait bien sûr Fushigi Yugi. Pareil pour Appare Jipangu, édité en 2003 par Tonkam, la série compte 3 tomes et sa parution au Japon date de 1998 et c'est toujours dispo en numérique. La même année, il y a Alice 19, 90s, édité en 2003 par Glénat, la série compte 7 tomes, sa parution japonaise date de 2001 et je ne le rappellerai jamais assez, cette série est également dispo en numérique. Et on finit avec Lui ou Rien, édité en 2005 par Kana. La série compte 6 tomes, sa parution japonaise date de 2003 et dispo en numérique pour notre plus grand plaisir. On reprend la chronologie des shoujo mangas sortis en France avec Please Serve My Earth de Seki Iwatari. Édité en 1999 par Tonkam, encore eux, la série compte 21 tomes, sa parution japonaise date de 1987. J'ai d'abord découvert la licence de souvenirs en 95 via son adaptation animée intitulée Réincarnation, qui était distribuée en VHS. Alors j'avais eu un vrai coup de cœur pour la réalisation, l'OST puis le récit très touchant d'une histoire d'amour qui traverse les âges et super bien rythmé avec des combats psychiques, tout ça, c'était top. Alors quand Tonkam a édité le manga, j'ai pas hésité une seconde avant de me l'acheter. Seulement, au fur et à mesure des tomes que j'achetais, j'ai un peu lâché ma lecture du manga que je trouvais quelque peu indigeste, peut-être trop shoujo aussi, et j'ai fini par refiler la série à ma petite sœur car je trouvais le manga bien plus marqué shoujo que l'anime. Il est reconnu que la mangaka aurait été inspirée par une autre grande autrice de manga de science-fiction en la personne de Moto Hagio. J'aurai l'occasion de vous parler plus en détail de cette mangaka en fin de vidéo. Heureusement, je peux compter sur l'instagrammeuse Aquarelle qui nous fait l'honneur de sa première expérience vidéo pour nous en dire un peu plus sur le manga Please Save My Earth. Please Save My Earth Réincarnation. Alors, cette série, je l'ai commencée uniquement pour sa réputation. En fait, j'ai entendu que ça faisait vraiment partie des piliers du shoujo, en tout cas du côté du registre SF fantastique. Et j'ai vraiment eu envie de m'y essayer. Cette série, en fait, c'est difficile à qualifier, difficile à comparer avec autre chose, parce que ça nous sort de nos habitudes. C'est très différent de la plupart des shoujo que j'avais déjà lus. En fait, on suit 2 histoires en parallèle. On suit une histoire qui se passe dans le présent et une histoire qui se passe dans le passé. Dans le présent, on suit de jeunes lycéens qui se rencontrent parce qu'ils ont remarqué qu'ils faisaient des rêves en commun.
Et ces rêves en commun, en réalité, il s'agit de la manifestation de leur vie antérieure. Donc, ils apprennent qu'ils se connaissaient dans leur vie antérieure, qu'ils avaient tout à fait un autre physique. Donc, par exemple, il y a un garçon dans le présent, ben, c'était une femme dans le passé. Et il y a toutes sortes de petits changements de ce genre-là. Et du coup, bah, on a envie de comprendre, de savoir, tiens, pourquoi est-ce qu'ils font ces rêves, pourquoi est-ce qu'ils repensent à leur vie antérieure. Et on suit en même temps donc l'évolution de l'histoire de leur eux du passé. Et on se rend compte, en fait, au fur et à mesure de la lecture, qu'il s'est passé des choses assez horribles, mais vraiment horribles, entre certains personnages dans le passé. Et en fait, on est dans un huis clos. Oui. Dans le passé, on est dans une intrigue en huis clos, avec des personnages qui sont enfermés dans un vaisseau spatial. On explique un petit peu, dans la série pourquoi. Et il va se passer certaines choses entre certains personnages qui va créer certaines tensions dans le présent. Donc, le passé et le présent vont influer l'un sur l'autre. Et c'est ça qui est vraiment intéressant en fait. La série, elle est captivante parce que à chaque fois, on a envie de savoir ce qui s'est passé réellement, quoi. D'en savoir plus, de comprendre, tiens, pourquoi ce personnage il réagit comme ça. Tiens, pourquoi ce personnage, il aime ce personnage-là, il n'y a pas vraiment de raison. Pourquoi est-ce qu'il le déteste? Enfin, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas au début, qui s'expliquent au fur et à mesure. Donc, l'intrigue est assez complexe, parce qu'on joue sur 2 temporalités, et en plus où les personnages sont liés d'une temporalité à l'autre, donc c'est assez compliqué. Mais ça vaut la peine de le lire, parce que franchement, c'est un côté poétique et mystique, qui est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs, quoi. C'est un manga assez unique dans son genre. Du coup, je le conseille. C'est quand même quelque chose à lire au moins une fois dans sa vie et je comprends qu'il soit considéré comme culte. Merci Aquarelle, vraiment merci, voilà toute l'utilité d'avoir un intervenant, enfin une intervenante pour le coup, qui a lu le manga dans son intégralité afin de vous en faire une peinture plus fidèle de l'œuvre comparée à mon avis qui lui est basé sur les OAV et où à l'époque j'ai eu du mal à faire la transition avec le manga. Basara de Yumi Tamimura, édité en 2001 chez Kana, la série compte 27 tomes tout en sachant que les 2 derniers sont en fait des histoires annexes et que le récit principal se termine au tome 25. Sa parution au Japon date, elle, de 1991, on parle d'un laps de temps de 10 ans avant que le manga soit édité en France, et aujourd'hui le manga a plus de 30 ans. Pourtant, il n'y a aucune réédition depuis, ni même au Japon à ma connaissance. J'ai fait la connaissance de la mangaka Yumi Tamura, avec sa dernière licence éditée chez nous par Noévé Graphics, qui est Don't Call It Mystery. Alors, j'ai aussi pu constater de l'amour que lui porte le public shoujo, ce qui fait que je me suis procuré l'intégrale afin de me faire mon propre avis sur cette œuvre. Bon, je me suis fait arnaquer, je l'ai payé une fortune. Hélas, je ne peux pas vous en dire plus que ça, puisque j'en suis qu'à la lecture du tome 4, à l'heure où je tourne cette vidéo. Le manga Basara a une excellente réputation et toute une communauté appelle à une réédition des œuvres de Yumi Tamura. Et en particulier du manga Seven Sins publié en 2008 par Pika, mais abandonné au bout de 10 tomes alors qu'il en compte 35 au Japon. Alors je vous fais un petit topo concernant Basara, c'est l'histoire d'une prophétie qui annonce la fin de la tyrannie du roi rouge à la naissance de 2 jumeaux, une fille et un garçon. Ce dernier sera nommé Tatala comme étant l'enfant élu alors que sa sœur Sarasa vivra dans son ombre. L'un sera formé pour devenir un grand chef, tandis que l'autre le sera à l'apprentissage des plantes, jusqu'au jour où leur village sera attaqué par les troupes du roi rouge afin de tuer l'enfant élu. Attends, t'es en train de parler de Basara. Eh bien, Basara, moi je l'ai lu en 2004 et je me demande pourquoi j'ai toujours pas relu ce manga incroyable, parce que j'ai un souvenir, c'est le genre de série en fait qui marque durablement. Et pourtant au début, la première fois que j'ai regardé les dessins, je sais pas, j'ai eu du mal, je me suis dit ça fait un peu brouillon, je comprends pas. Et en fait surtout, j'étais beaucoup trop habitué aux traits trop lissés des shonen, alors que Tamura, elle a une patte graphique qui est juste
incroyable, elle a réussi à transmettre des émotions, elle a une force dans le dessin qui est juste mais fantastique. Et la première fois que j'ai lu Basara, j'ai été surpris mais par le premier volume, hein. Il y a un récit qui est puissant, un univers qu'on a envie d'explorer, des personnages qui sont simplement humains, en proie au doute, et que le destin en fait pousse en avant, et ils n'ont pas choisi ça en fait. Mais voilà, tout ça c'est superbement bien raconté. Et en fait, je crois que je vais te laisser. Je pense que je vais aller me relire mon Basara en fait. Ouais, allez, je suis occupé, je te laisse. Ciao. Merci Juju pour ton enthousiasme et ton avis toujours pertinent. Mais je voulais aussi donner la parole à Chloé car c'est tout simplement à travers ses vidéos qu'elle m'a donné envie de lire le manga Basara. Alors Basara, qu'est-ce que c'est? C'est un manga du début des années 90, si je dis pas de bêtises, qui a été écrit par Yumi Tamura. Ça nous parle de quoi? Eh bien tout simplement de Sarasa, le personnage principal, qui va devoir, par la force des choses, suivre son destin. Qui va être un petit peu surprenant puisque à la base elle vivait une vie bien tranquille dans un petit village un peu perdu dans un monde post-apocalyptique, et elle va se rendre compte qu'elle est destinée à de grandes choses et notamment à renverser le pouvoir en place qui est relativement oppressant pour le peuple. J'en dis pas plus, mais c'est vraiment une épopée incroyable, c'est un récit qui vous porte du début à la fin et qui personnellement a été un immense coup de peur pour moi. Yumi Tamura, c'est vraiment un style très particulier graphiquement, je pense que c'est le genre qui ne plaît pas à tout le monde. Moi au premier abord j'ai pas forcément été fan, mais je trouve qu'elle arrive à faire des planches très impactantes, même si parfois ça peut être un petit peu brouillon pour certains. Mais voilà, je trouve que ça fonctionne bien avec le propos qu'elle raconte et c'est vraiment un ensemble cohérent en tout cas pour moi. Donc si vous avez envie de vous intéresser à Basara, ne vous arrêtez pas forcément au style graphique et peut-être aller chercher un peu plus loin. Basara, c'est vraiment un manga qui est super important pour moi, mais qui a aussi eu un impact je pense dans le manga en général, parce que par exemple Yona, princesse de l'aube, est très fortement inspirée de Basara. C'est vraiment impressionnant. J'ai relu le début de Yona il n'y a pas très longtemps et j'ai pu voir des similitudes vraiment frappantes dans les situations, dans les designs des personnages. Enfin voilà, si vous aimez Yona, Basara ça peut être un truc à essayer je pense. Bref, je m'éloigne, mais voilà, Basara, c'est une œuvre, une épopée incroyable que je recommande à tout le monde et qui saura très certainement vous porter et vous donner envie de découvrir un peu plus le travail de Yumi Tamura. Bon, en ce qui concerne la disponibilité en numérique, il n'y a pas. Et en occasion, c'est assez compliqué, faut mettre le prix, ça c'est obligé. Il y a quand même 25 tomes minimum, au pire, quand je l'aurai lu entièrement, je le revendrai, mais certainement au prix où je l'ai acheté, c'est pas cadeau. Mais en attendant, dans ce cas précis, vous êtes dans un cas de force majeure qui justifie hélas de lire cette œuvre illégalement. C'est possible. Marmalade Boy de Wataru Yoshizumi. Alors édité en 2001 chez Glénat, la série compte 8 tomes et sa parution japonaise date de 1992. Il me semble que c'est le premier shoujo que j'ai acheté pour son côté rom-com lycéenne. Certainement un effet post-Peach Girl. Et je n'ai pas été déçu, même si c'est un genre plus mignon, les dessins sont beaux mais bien plus candides. Le petit topo, c'est que les parents de l'héroïne vont divorcer après avoir rencontré un autre couple, dont chacun est tombé littéralement amoureux du conjoint de l'autre et vice versa. Seulement, ils vont prendre la décision de tous vivre ensemble sous le même toit. Cet autre couple a également un fils qui fera donc partie de cette famille recomposée avec notre héroïne. Seulement, lui semble très satisfait de cette nouvelle situation, contrairement à notre héroïne. Bon, ok, aujourd'hui ce genre de récit n'a plus rien d'original, mais ça l'était pour moi lorsque j'ai découvert la série autour de 2005. De la même autrice, Mit Nabokura, édité en 2003 toujours chez Glénat, sa parution au Japon date de 1998. Mais on y retrouve la mangaka dans une nouvelle rom-com qui compte 6 tomes. Alors que ce soit sur le site Nautilejon ou Manga News, c'est marqué série finie. Alors que dans mon souvenir, c'est vraiment une licence non terminée mais plutôt abandonnée. Enfin, c'est le souvenir que j'avais. Allez, je vous fais un petit topo, c'est l'histoire de jumeaux qui vont devoir se séparer parce que la sœur jumelle doit rentrer dans une école car elle est tombée amoureuse du coach de basket. Et ne pouvant pas se passer d'elle, le frère jumeau décide de se travestir afin d'être auprès d'elle car il n'y avait plus de place pour les garçons dans l'établissement. Seulement, il ou elle ne va pas passer inaperçu, d'autant plus que même lui va tomber sous le charme d'une autre jeune fille. À l'image de Marmalade Boy, j'avais beaucoup aimé cette nouvelle série de la mangaka, mais avec le goût amer d'une licence topée. Nana de Ai Yasawa,
Éditée en 2002 chez Delcourt, sa parution au Japon date de 2000 et elle compte à ce jour 21 tomes. Nous avons affaire à un shoujo qui aura marqué une génération en attirant aussi bien un public masculin que féminin. C'est la première œuvre de Ai Yasawa éditée en France et s'en suivra la découverte de ses œuvres précédentes qui ouvriront en grand les portes pour de nouvelles autrices a priori plus difficiles d'accès. Je pense notamment à Mari Urasaki qui sera également édité chez Delcourt. L'anime aura aussi eu son influence pour enfin avoir eu le droit à une réimpression en 2021. Oui, presque 20 ans plus tard. Il faut le dire qu'à l'instar d'un X de Clamp, c'est une nouvelle licence qui restera en pause jusqu'à nouvel ordre, et cela depuis 2009 en ce qui concerne Nana. Et ce, hélas, à cause de problèmes de santé de la mangaka. Nous ne sommes pas sûrs de connaître un jour la fin de l'œuvre, mais l'espoir fait vivre. De ce que j'ai vu, il y a une exposition de prévue cet été 2022 de la mangaka à Tokyo, et on peut voir à travers une de ses illustrations qu'elle n'a rien perdu de son talent. Est-ce qu'il est vraiment utile que je fasse un petit topo sur ce manga qui me semble être connu de tous ? Dans le doute, on suit deux jeunes filles du nom de Nana, mais que vraiment tout oppose. Elles se rencontreront lors d'un trajet en train et une grande amitié s'en suivra. Et à travers l'une des nanas, nous serons plongés au cœur de deux groupes de rock tout autant charismatiques l'un et l'autre, et dont les relations s'entrelaceront dans une ambiance fashion punk avec tout ce que ça implique, sans oublier une narration de l'une des nanas qui nous promet une dramaturgie dès le premier tome à la limite de la tragédie. Mais ça on sait pas encore. Je suis obligé de m'attarder sur certaines de ses œuvres, dont Paradise Kiss de Ai Yasawa, édité par Kana en 2004. Sa parution au Japon date de 2000. C'est donc un manga qu'elle dessine en parallèle de Nana. La série compte 5 tomes et en 2008 est sortie une intégrale assez imposante, bénéficiant d'une nouvelle illustration pour sa cover, que je trouve d'ailleurs très belle. Hélas, aujourd'hui, elle n'est plus disponible, si ce n'est sur le marché d'occasion, mais rarement en très bon état et bien plus cher. Par contre, actuellement est disponible dans le commerce en neuf une nouvelle édition intégrale à un prix défiant toute concurrence, genre moins de 20 € pour 880 pages. Pour vous faire une idée, une intégrale de la série correspond à ce que Kana propose déjà pour La Rose de Versailles. Pour ma part, j'avais la première édition et c'est la licence qui m'a le plus plu de Ai Yasawa, avec Nana bien sûr, mais Paradise Kiss m'a bluffé par le style et ça tombe bien puisque c'est un manga qui porte sur le prêt-à-porter également. Grosso modo, c'est une grande fille brune assez introvertie qui va être remarquée dans la rue, qui va être présentée à un petit groupe de créateurs excentriques. Et le truc, c'est que lors de la lecture, on sent qu'il y a un background, il y a des références et qui nous échappent. Mais au lieu de nous gêner, celle-ci nous intrigue. Et c'est parfait parce que la même année, en France, sort Gokinjo, la vie de quartier, donc édité en 2004 par Delcourt, mais dont la parution japonaise date de 1995. La série compte 7 tomes, où l'on y retrouve des protagonistes quelques années avant Paradise Kiss, dont Mikako, étudiante en première année dans une école de prêt-à-porter. On reconnaît la touche toujours aussi stylisée de Ai Yasawa, on se rend compte que la plume de la mangaka s'est affinée par la suite. De souvenir, la série avait du charme, mais je ne suis pas allé à la fin, contrairement à Paradise Kiss. Lorsque j'ai commencé à entasser 2-3 tomes sans avoir pris le temps de les lire, j'ai compris que j'étais plus dedans. Flemme de vous faire un petit topo, juste qu'étrangement, je considère cette série comme un spin-off, voire un préquel, alors que c'est Paradise Kiss le spin-off. Il y a également eu une version deluxe de la licence en 2013, regroupant la série en 4 tomes à l'image de la charte graphique de Je ne suis pas un ange. Delcourt Tonkam vient d'annoncer sa réimpression pour cet automne 2022. En parlant de Je ne suis pas un ange, édité en 2007 chez Delcourt, sa parution date de 1992. La série compte 4 tomes alors qu'elle en comptait 8 dans sa version originale. Sa parution au Japon date de 92. Il me semble qu'il y a eu une réimpression en 2021 afin d'ajouter la cartouche rose de Delcourt Tonkam et une nouvelle réimpression a été annoncée pour cet été 2022. Je ne vais pas m'attarder plus que ça parce que je n'avais pas fini le tome 1 à l'époque de sa sortie. Pourquoi ? À cause de flammingite aiguë, la même raison qui faisait que j'entassais les détectives Conan mais que la lecture s'est stoppée au milieu du tome 51. Cherchez pas à comprendre, même à l'époque les séries s'entassaient. Par contre, elle jouit d'une excellente réputation mettant en valeur ses travaux avant Nana. Je vous fais tout de même le petit topo, l'héroïne étant malade, elle intègre son nouveau bahut en retard.
Entre-temps, ses camarades de classe l'ont inscrit d'office à l'élection du premier comité des élèves. Et comme le hasard fait bien les choses, le garçon dont elle est tombée amoureuse participe également à ces élections. Bon, comme le synopsis nous le fait comprendre, le récit me paraissait bien moins original que ses œuvres ultérieures. Toujours en 2007, il y a également eu Last Quarter, toujours édité chez Delcourt. Sa parution japonaise, elle, date de 1998. La série comptait 3 tomes et de souvenirs, c'est à la lecture de cette série que je me suis un peu lassé du style de Yasawa. Pas forcément à juste titre. Disons qu'à l'époque, je souhaitais retrouver cette ambiance à la Nana et Paradise Kiss, que je trouvais vraiment stylée. La Rose de Versailles de Ryoko Ikeda. Édité en 2002 chez Kana, sa parution au Japon date de 1972 et 1987 pour ce format intégral. Plus connu chez nous à travers son animé sous le nom de Lady Oscar, le manga sera édité par Kana sous forme de 2 grosses bibles. Il y a une édition plus récente que je possède et que je viens juste de finir. Et bordel ce que c'est bon, je me suis régalé. Il faut savoir que 2 autres annuaires plus ou moins gros seront sortis par la suite mais qui compileront des histoires annexes à la série qui se terminera bien au bout des 2 gros pavés. Sinon, pour ceux qui souhaitent travailler leur italien, il y a un très beau coffret en 5 tomes de la licence. Possible qu'un jour je me laisse tenter, ne serait-ce que pour l'objet. Mais pour vous en parler plus en détail, parce que c'est vraiment très frais pour moi, je laisse la parole à Chloé, qui saura vous dire pourquoi cette œuvre est culte. Alors, on se retrouve pour parler de La Rose de Versailles, qui n'est autre que le manga à l'origine de la célèbre adaptation animée Lady Oscar. La Rose de Versailles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on parle tout simplement d'Oscar, le personnage principal de cette histoire, qui évolue dans un contexte historique bien précis, à savoir les années juste avant la Révolution française et pendant la Révolution française. Et ce personnage a une certaine particularité. En effet, à sa naissance, c'était une petite fille et son père, n'ayant pas d'héritier mâle, a décidé que cette petite fille allait prendre le nom d'Oscar et évoluer sous l'identité d'un jeune homme. C'est donc un parti pris assez novateur pour l'époque, puisque je vous rappelle que ce bouquin a été écrit dans les années 70, donc tout ce qui est question de genre, c'est quand même quelque chose de plutôt récent et qu'on aborde actuellement sans problème, mais à l'époque c'était plutôt surprenant, on va dire. Et c'est donc un manga qui a été extrêmement important pour le shoujo et pour le manga en général. La Rose de Versailles, personnellement, c'est un manga qui m'a frappée dès le début de ma lecture, puisque je me suis rendu compte que ça n'avait pas vieilli en fait. C'est le genre de bouquin, on s'attend, enfin personnellement j'avais voulu le lire d'un point de vue culturel, pour connaître justement ce manga et toutes les références qu'on y faisait. Et j'ai été vraiment très surprise de voir qu'en fait c'était pas du tout quelque chose de difficile à lire, que le découpage était très moderne, que le style graphique lui aussi n'avait pas trop bougé, et que vraiment, encore aujourd'hui, lire La Rose de Versailles, c'est pas quelque chose qu'on fait en se disant qu'on lit une vieillerie et qu'il va falloir faire un effort de lecture. Personnellement, c'est une lecture qui m'a vraiment laissé une forte impression et qui a laissé une forte impression à beaucoup de monde, puisque de nombreuses autrices aujourd'hui dans le shoujo citent Ryoko Ikeda comme une référence, avec notamment La Rose de Versailles. Et pour les lecteurs de Berserk, il est important de remarquer que Miura s'est fortement inspiré du chara-design d'Oscar pour le personnage de Griffith. Donc voilà, Lady Oscar, La Rose de Versailles, c'est avant tout un shoujo hyper novateur qui arrive dans les années 70 et qui apporte beaucoup de choses, que ce soit dans son style graphique, dans le genre et la manière dont son personnage principal évolue, et qui arrive à, qui a encore aujourd'hui un impact énorme et qui encore aujourd'hui séduit beaucoup de lecteurs, et qui est donc hyper important de s'intéresser à cette œuvre. Merci Chloé. Faites-lui confiance, La Rose de Versailles, c'est badass. Toujours de Ikeda Ryoko, est sorti en France, Très cher frère, d'abord édité chez Asuka en 2009, sa parution japonaise date elle de 1975, elle a d'abord été éditée au Japon en 3 volumes avant d'être publiée dans un format intégral. À l'image de ce que proposait la version française d'Asuka, je ne peux pas vous parler plus que ça de l'édition puisque je ne l'ai jamais eu entre les mains. De ce que je peux vous dire, c'est qu'au visuel, elle a l'air de toute beauté. Il y aura également une réédition chez Kazi en 2013 dans sa collection classique que je connais déjà bien mieux à travers le manga Le cœur de Thomas de Moto Hagio. Mais disons-le, l'édition est pas ouf. L'équivalent de la collection vintage de Glénat mais en grand format.
J'ai un souvenir très bref de son animé dans le Club Dorothée, mais c'est normal puisqu'apparemment il n'y a eu que 7 épisodes diffusés sur TF1 lorsqu'ils se sont rendus compte que cela ne s'adressait pas à un jeune public. Effectivement, de ce que j'ai compris, ça parle de violence psychologique et de tentatives de suicide. Je vous le dis clairement, c'est un manga que je recherche et j'avais espéré qu'il soit disponible en version numérique au même titre que Le Cœur de Thomas, mais il en est rien. Voilà, seulement je ne suis pas encore prêt à claquer près de 100 € pour cela, et donc j'ai fait le choix de commander pour 15 € le tome en italien, donc je vais travailler mon italien. Angel Sanctuary de Kaori Yuki. Édité en 2004 chez Tonkam, la série compte 20 tomes. Sa parution japonaise date elle de 1995, cette licence fait partie des gros succès de la maison d'édition puisque celle-ci sera proposée en 2007 en 10 tomes dans une édition de luxe exclusive, si je ne dis pas de bêtises, à la France. Je me suis d'ailleurs procuré les 3 premiers tomes pour l'occasion, car c'est une édition de très belle facture. Elle sera par la suite rééditée en 2014, de nouveau en 20 tomes. C'est l'histoire d'un frère secrètement amoureux de sa sœur, qui se révélera être un ange déchu, ou plutôt un ange rebelle, et l'avènement des pouvoirs surnaturels du frère feront apparaître son antagoniste, ce qui entraînera une apocalypse, un peu comme le mythe de Eurydice et Orphée. Poussé par son amour, il partira à la recherche de celle qu'il aime, oui, sa sœur, que ce soit en enfer ou au paradis, contre des forces qui s'opposeront à leur inceste. Je ne vous cache pas que je n'ai pas tout lu de ce titre, donc peut-être que je caricature le manga, que je qualifierais de rom-com gothique emo, mais on y retrouve tout de même les goûts shoujo de cette époque. Alors je vais laisser parler le Mangavore, qui m'a d'abord été recommandé par Aquarelle, pour vous parler du manga parmi eux, et comme il connaissait aussi très bien Angel Sanctuary, on en profite. Et bonjour à tous, je me permets une petite incursion dans la vidéo de mon collègue afin de vous parler du manga Angel Sanctuary. Alors je vais essayer d'être objectif, ça va pas être facile parce que c'est le premier manga que j'ai lu. C'est un manga du coup qui est dessiné et scénarisé par Kaori Yuki, c'est une autrice qui est assez prolifique chez nous ainsi qu'au Japon. On a quasiment eu à peu près tout ce qu'elle a fait en histoire, à l'exception peut-être de sa dernière qui était une espèce de revisite de La Belle et la Bête. Alors, pour faire court, dans Angel Sanctuary, on va y suivre l'histoire d'amour entre Setsuna et Sarah, qui sont des frères jumeaux. Sauf qu'un jour, Sarah meurt, et Setsuna découvre qu'il est la réincarnation d'un ange qui s'était rebellé contre Dieu, et que du coup, plein de gens le recherchent. Alors, du coup, il va partir en direction des cieux, il va visiter les cieux et les enfers à la recherche de l'âme de sa sœur. Et en même temps, il va devoir prendre part à une guerre qui oppose des résistants contre le système en place. Alors, je préviens tout de suite pour ceux que ça pourrait rebuter, le côté incestueux qu'il y a dedans, entre le frère et la sœur, est survolé. C'est pas approfondi ni rien, c'est pas du Game of Thrones, si ça peut vous rassurer un peu. C'est pas mal abordé, surtout dans les 4 premiers tomes qui font le premier arc du manga. Mais après, on en parle pas plus que ça, c'est vite un peu passé. La série a été compilée en France en 20 tomes. Alors, on a eu 3 éditions en France. On a eu une première édition en 2005 en 20 tomes. Alors, je peux pas vous la montrer parce que je ne l'ai pas ici. On a ensuite eu, je crois, en 2008, une édition deluxe, comme celle-ci, qui a été compilée en 10 tomes. C'est des tomes doubles. Alors, l'édition est très belle. Le seul truc que je reproche à cette édition-là, c'est la traduction qu'ils ont revue et qui est complètement nulle pour moi. Et en 2014, on a eu une nouvelle édition, celle-ci, 20 tomes aussi, mais avec des couvertures inédites et surtout pleine page. Et là, ils ont repris la première traduction qui est vraiment pour moi la meilleure. Le manga a aussi eu le droit à une adaptation animée, alors une adaptation assez courte. Il y a eu 3 OAV de 30 minutes qui reprennent globalement le premier arc du manga, à savoir les 4 tomes. Je pense que les OAV ont surtout été faits pour servir de promotion. Je vais très vite vous parler de ce qu'elle a fait d'autre. Elle a également fait la série des Contes Kane Gotchai, où on suit les tribulations du comte Kane Hargrave qui doit se battre contre une organisation appelée Delilah qui est contrôlée par son père qui veut absolument le tuer pour diverses raisons que je n'aborderai pas ici, je vous laisse la surprise. Nous avons aussi Fairy Cube, je viens de percuter qui a encore l'étiquette du prix de quand je l'ai acheté il y a au moins 10 ans. On a Ludwig Révolution, c'est assez marrant parce que Ludwig Révolution, dedans, Kaori Yuki nous revisite les contes de Grimm, les originaux, où par exemple Blanche-Neige va offert des souliers en fer blanc chauffés à sa belle-mère. On a aussi The Royal Doll Orchestra, genre je peux même pas vous dire c'est quoi l'histoire parce que je l'ai lu, la dernière fois que je l'ai lu ça date d'il y a longtemps. Et là il y a toute une ribambelle de one-shot, il y en a un bon petit paquet. Voilà, alors
Kaori Yuki, c'est une très bonne autrice. Si vous aimez le gothisme et surtout les beaux dessins, voilà, c'est des dessins très très beaux, je peux que vous recommander cet auteur. Voilà, on peut dire qu'il a tout dit. Merci encore le Mangavore. Pour ceux que ça intéresse, la série Alice in Motherland est disponible en numérique. Elle a été éditée en 2016 et compte 11 tomes. On va tout de même s'attarder un petit peu sur l'un de ses one-shots, Neji, édité en 2002 chez Tonkam et dont l'apparition japonaise date de 2001. J'ai longtemps pensé que c'était une œuvre de Tsutomu, car la cover me renvoyait à une illustration de Blame, mais il n'en est rien, et si j'avais lu Blame, ça aurait été une évidence pour moi. Concernant Neji, ne l'ayant pas lu, je ne peux pas vous en dire plus, je vais donc laisser Mangadoc donner son ressenti sur l'œuvre qui, lui, a lu le titre pour l'occasion, après l'avoir sorti de sa palle. Bonjour à tous. Alors voilà une nouvelle petite vidéo, merci Manga Badass de m'inviter dans ce décorum. On va parler aujourd'hui de Neji, du coup, de Kaori Yuki. C'est l'autrice de Angel Sanctuary, qui a un trait graphique assez propre à elle, qui sait plutôt bien mettre en valeur certains sentiments, mais pour le coup, dans cette œuvre, Neji, c'était vraiment pas terrible. L'œuvre était vraiment mal faite, elle était assez mal construite, elle est réalisée en plusieurs chapitres qui n'ont pas forcément de lien immédiat entre eux, et avec, je vais me faire écraser donc je me pousse parce qu'il y a une voiture. Le synopsis est plutôt mal agencé, mal construit, avec des interrogations auxquelles on n'arrive pas à avoir de réponse, des images qui sont parfois, enfin des dessins qui sont parfois faits de beaucoup trop près, ce qui fait qu'on n'arrive pas du tout à identifier les personnages, les personnes, ou même le contexte de la case. La pagination, ou en tout cas le format dans lequel a été monté le cadrage, est plutôt lui aussi, somme toute, assez banal, pas de cadre blanc, des cases qui sont agencées les unes avec les autres, donc ça c'est un format qu'on retrouve de manière assez classique. Pour ce qui est de l'œuvre en elle-même et de la conclusion, j'ai trouvé, parce qu'elle est séparée en 4 chapitres, c'est-à-dire 3 gros chapitres et le dernier séparé en 2, donc ça fait 3 plus 1, c'était plutôt pas très bien construit, avec des raccourcis scénaristiques assez importants, ce qui fait que finalement ça rend une œuvre certes dynamique mais assez incompréhensible et finalement très inconstante et très inintéressante. Le synopsis en lui-même, je vous laisserai le regarder directement sur Manga News, il n'est pas inintéressant en lui-même, mais la manière dont est agencé le scénario et la manière dont sont agencées les différentes phases actives, ben finalement ça rend un manga qui n'est pas très intéressant. J'ai préféré Angel Sanctuary qui était beaucoup plus mieux construite, beaucoup plus shoujo-like, alors que Neji c'est pas vraiment un shoujo-like. Pourtant le dessin c'est un dessin de shoujo-like. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup Manga Badass en tout cas pour l'invitation, puis je te souhaite une très bonne poursuite dans cette longue course au shoujo que tu t'es lancé. Allez, salut. Merci Mangadoc, et très stylé de te voir dans ce format-là. Gals de Minoa Fuji, édité en 2003 chez Glénat, la série compte 10 tomes et sa parution japonaise date de 1999. Je me suis arrêté au tome 1 ou 2 car oui, ça joue sur la caricature d'Echo Gals, qui sont clairement un genre de filles des années 2000 qu'on le reconnaissait avec leur peau bronzée aux UV et leurs cheveux décolorés se voulant être très tendance, car leur passe-temps préféré est le shopping. Leur leitmotiv est être bling bling et être la meilleure du genre. Voilà, j'avais bien compris que ça jouait des codes, un mode de vie, on y voit des rivalités de filles, des amourettes et tout ça, mais j'avais vraiment pas trop accroché, même s'il y a de nombreuses qualités dans cette œuvre. On va dire qu'il en faut pour tous les goûts. Anna Yori Dango. Édité en 2003 par Glénat, la série comptera 37 tomes et sa parution au Japon date de 1992. J'avais dû en lire 3 ou 4 à l'époque, mais cette licence est reconnue comme une véritable œuvre culte. Elle aura également droit à des dramas japonais, mais aussi à une adaptation coréenne, voire chinoise, si je ne dis pas de bêtises. On est sur du triangle amoureux, bien sûr, mais avant ça, on est dans une ambiance lycéenne, élitiste, avec un groupe qui s'amuse à brimer certains élèves et qui donne des cartons rouges. Puis un jour, notre héroïne, qui elle ne vient pas d'une famille de privilégiés, va s'interposer pour protéger sa copine et se retrouvera avec ce fameux carton rouge. De mémoire, celui qui lui fera le plus de misère tombera sous son charme et vice versa, mais je préfère laisser parler une personne qui sait de quoi elle parle puisqu'elle a déjà lu la série dans son intégralité. Pour rappel, vous pouvez la retrouver sur Twitter où elle fait de nombreux threads de qualité puisque je les lis avec intérêt. Anna Yori Dango, c'est vraiment un manga qui a marqué le Japon et l'Asie en général. Il fait partie des shoujo, voire
c'est peut-être bien le shoujo qui s'est le plus vendu sur ce continent. Il a été adapté en je ne sais combien de dramas, mais je vous avoue que je ne connaissais pas du tout il y a encore quelques mois. En fait, c'est en allant sur Twitter, je l'ai vu sur un top, dans le top des mangas préférés de quelqu'un que je suivais. Ça m'a beaucoup intriguée, donc j'ai fait quelques petites recherches. Et puis j'ai trouvé la série vraiment pas chère, genre c'était 2 € le tome pour 37 volumes, quoi. C'était vraiment une bonne affaire. Donc je me suis jetée dessus. Et franchement je regrette pas, parce que j'ai dévoré les 37 tomes en 3 jours. J'ai fait que ça. Pendant 3 jours j'ai fait que lire Hanayori Dango. C'était assez incroyable. Et pourtant la série en elle-même, elle est pas spécialement mature. Mais en fait, elle est assez drôle. C'est drôle parce que c'est absurde, c'est surréaliste. Mais par contre, ça avait tellement de défauts. Genre, j'avais envie de donner des claques aux personnages principaux tellement ils m'énervaient. Et alors, le gars principal, c'est vraiment un gars toxique. Hein. Lui, il a des comportements vraiment problématiques, même si ça va mieux un petit peu vers la fin de la série. Parfois je me demandais mais qu'est-ce que je suis en train de lire là, c'est quoi ça, enfin, ça a mal vieilli, surtout dans le début de la série, mais j'ai continué. Et vraiment une fois qu'on passe la moitié de la série, on entre dans quelque chose qui est un petit peu plus travaillé, où les personnages sont enfin mieux développés, et là ça devient vraiment intéressant, parce que sur le début on est vraiment dans du gag récurrent. Les personnages, ils sont là juste pour faire du gag, quoi. On n'en sait pas plus, ils ont toujours les mêmes comportements. Mais vraiment, sur la fin, il y a quelque chose, quoi. C'est prenant. Globalement, dans la série, il se passe vraiment énormément de choses, même trop, en fait. Il se passe trop de choses, et du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et dès que je finissais un tome, j'avais envie de lire la suite. Après... je sais pas trop si je le conseillerais, parce qu'il y a, sur le début, il y a quand même des trucs qui sont vachement problématiques. Hein. Ça parle de harcèlement au début, et en fait, l'héroïne est assez pauvre, et elle se fait harceler dans son lycée, parce qu'elle est dans un lycée de riches, d'enfants de milliardaires, et le harcèlement va très très loin. Les profs, ils réagissent pas, parce qu'en fait, bah, les élèves les payent, hein, les élèves sont limite leurs propres employeurs, donc le harcèlement, ils s'en foutent. Mais ça va loin, hein. C'est absurde, c'est surréaliste. Mais du coup, j'ai trouvé ça assez décalé, drôle dans l'ensemble. Et franchement, même s'il y a des défauts, c'est un petit plaisir coupable, en fait. Ouais, c'est ça, un plaisir coupable. Du coup, je sais pas si je vous le conseille, mais si vous voulez tenter, ce sera à vos risques et périls. Si vous lisez Hanayori Dango et que vous avez envie de prolonger un petit peu le plaisir, vous pouvez acheter la suite, le spin-off qui se passe quelques années après avec d'autres personnages. Et je fais un petit peu de fanservice sur la fin parce qu'on revoit les personnages de la première série. Enfin voilà. Merci Aquarelle, tu prends le temps mais au moins c'est clair et tu nous décris très bien l'œuvre, je n'ai rien à ajouter. Fruit Basket de Natsuki Takaya. Édité en 2003 par Delcourt, la série compte 23 tomes et sa parution japonaise date de 1999. Elle sera rééditée en 2018 par Delcourt Tonkam et la série comptera plus que 12 tomes. J'ai d'abord découvert l'animé et je me souviens très bien avoir amené mes coffrets Seiyuki et Fruit Basket alors que j'étais parti en vacances avec des potes. À l'ancienne, je mettais mes épisodes le matin comme un bon fan asocial de Japanimation que j'étais. Et c'est par la suite, car l'anime de souvenirs n'avait pas de fin, que je me suis pris le manga et que je découvrais les nuances et finalement les différences avec l'animé. Comme chacun d'entre nous, j'avais clairement mon perso préféré et je pense que nous avions tous le même. Sérieux, le rat? Mais pour vous en parler plus objectivement, je vais laisser la parole à Authentique Manga qui va nous donner son point de vue alors qu'il n'accroche pas trop au shoujo dans son ensemble. Salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique. Bah écoute Manga Badass, merci de m'accueillir sur ta chaîne. On est là pour parler shoujo, c'est quand même pas un cadeau ce que tu me proposes parce que du shoujo j'en ai pas lu beaucoup. Il y en a un qui m'a vraiment marqué. Alors j'ai lu Fushigi Yugi, j'ai lu Angel Sanctuary, j'ai lu Alice 19, j'ai lu Ottoman.
Enfin, ouais. Bon bref, mais j'ai lu Fruits Basket et je suis là pour parler Fruits Basket. Alors déjà de base, ado dans les années 90 avec lecteur de manga, j'avais envie de la baston, j'avais envie de lire du manga où il y a de la bouffe, où il y a des muscles et où il y a des boobs. Donc les shoujo, franchement, c'était pas gagné. Et puis de fil en aiguille, j'ai été assez curieux, je me suis intéressé à Fruits Basket, que j'ai trouvé drôle au premier tome, puis au deuxième, puis au troisième, et en fait, j'ai accroché tout simplement parce que les traits étaient un peu moins clichés dans ce manga que dans ce que je pouvais trouver dans d'autres shoujo. Des traits très fins, des personnages masculins qui ont toujours la classe, avec les petites étoiles et tout autour d'eux quand ils arrivent dans un lieu. Bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Pas dans Fruits Basket, c'était pas trop comme ça. Et en plus, tous les personnages masculins qui tournaient autour de notre héroïne incroyable, mais incroyable, d'une naïveté, d'une maladresse, mais drôle, quoi. Elle était capable de trébucher sur un caillou, de trébucher sur une feuille, c'était de faire des bourdes géniales auxquelles on s'y attendait pas, avec du comique de situation qui était toujours super bien placé, quelques gags de répétition, mais répétition dans la forme, mais pas dans le fond, c'était d'autres trucs qui lui arrivaient, c'était vraiment très drôle de souvenir. Je peux pas vous les montrer, je les ai plus, mais j'avais vraiment passé un très bon moment et j'ai un souvenir de fraîcheur à la lecture et d'humour constant, permanent, régulier, c'était vraiment très sympa. Et donc en plus, pas mal de situations conflictuelles entre les gars là, qui s'opposaient, avec l'utilisation des signes du zodiaque et automatiquement la représentation et la personnalité des différents gars qui tournaient autour de notre héroïne, j'ai plus son prénom en tête, mais enfin bref. Le chat, le rat, le chien, tout ça, et du coup ils peuvent pas se blairer en vérité, quoi. Ils passent leur temps à s'insulter, à se bagarrer, à se chercher. C'était vraiment très drôle ça aussi, quoi, avec chacun ses qualités, ses points forts, ses points faibles dans la personnalité. C'était très cliché, très caricatural dans le texte, mais ça marchait très bien. Donc vraiment une bonne grosse lecture sur Fruits Basket. C'est vraiment le shoujo que je pourrais vous conseiller. Aujourd'hui j'ai dans ma collection Banana Fish, mais je trouve que c'est pas si shoujo que ça. Et j'ai Dans le sens du vent et Kowloon qui sont des seinen, mais qui ont quand même dans les traits de temps en temps cette espèce d'appartenance shoujo que je peux recommander aussi, même si pour le coup on n'est pas classé dans la catégorie shoujo. Tout ça pour dire qu'en vérité, on s'affranchit bien de savoir si c'est du shonen, du shoujo ou du seinen. Du moment que la lecture est bonne, moi j'ai envie de dire, je pourrais lire n'importe quel genre si ça arrive à me convaincre en fait. Voilà, écoutez, merci. Voilà, Fruits Basket est validé par Authentic Manga. On espère que cette vidéo le convaincra de s'intéresser à d'autres œuvres shoujo, toutes aussi riches et surprenantes que Fruits Basket. Mars de Fuyumi Sorio. Alors, édité en 2003 chez Panini, la série compte 15 tomes et sa parution au Japon date de 1996. Je me souviens très bien lorsque je me suis intéressé à cette licence. Ça devait être à la sortie du dernier tome puisque j'ai lu l'intégrale direct. J'avais beaucoup aimé ce titre, déjà par son côté graphique. Je trouvais les personnages beaux et j'aimais bien le profil du bad boy en moto. Mais tout cela reste assez vague pour moi, ça date tout de même de plus de 15 ans. Alors, j'ai fait appel à Aquarelle. Voilà, donc j'ai vu à travers ses threads qu'elle a lu la licence récemment. Alors bien sûr, j'ai directement pensé à elle. Mars, c'est un shoujo dont j'entends parler depuis super longtemps. C'est vraiment mon shoujo de romance lycéenne préféré. Le couple est incroyable. Donc en fait, on suit Akira, qui est une jeune lycéenne un peu renfermée sur elle-même, qui dessine super bien. Et Rei, un passionné de moto, très populaire mais carrément instable. Et leur relation, elle a quelque chose d'assez unique. En fait, on dirait une sorte d'amour absolu. Comme si rien ne pouvait les séparer. Comme si rien ne pouvait les séparer, comme si c'était des âmes sœurs. En fait, c'est vraiment un amour très âme sœur, très absolu. Et en fait, c'est un manga qui se dévore, on va dire ça. Quand j'ai commencé à lire, j'avais plus envie de m'arrêter. Je voulais tellement savoir ce qui allait se passer après. Et en fait, il se passe énormément de drame. Oui, parce que c'est de la romance plutôt dramatique. On parle quand même de suicide, de deuil, de viol, de maladies psychologiques. Enfin, ça va assez loin. C'est des thèmes très durs, très sombres. Mais je trouve qu'ils sont vraiment très bien traités dans la série, que la série est super intéressante. Et franchement, rien que pour le couple, ça vaut le coup de se lancer dedans. Parce que Rei et Akira, c'est iconique, quoi. Je crois que c'est
c'est mon couple préféré dans toute la fiction confondue. Enfin, en tout cas, un de mes couples préférés, ça c'est sûr. Et franchement, c'est une lecture que je recommande fortement, parce que ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de planches passer sur Twitter dernièrement. Peut-être un petit regain de popularité de la série. Ça serait vachement cool, en tout cas, que Panini se décide à rééditer la série. Parce que franchement, ça, c'est de la romance culte, quoi. C'est excellent. Difficilement égalé aujourd'hui. Merci Aquarelle, mais c'est fort ça. En t'écoutant parler, je me suis revu des scènes de ce couple que tu dépeins très bien. Puis le mec avec sa moto n'était pas sans me rappeler ces personnages de romans italiens, comme dans 3 mètres au-dessus du ciel, à qui l'on doit les cadenas accrochés sur un pont pour sceller leur amour. Oui, ça vient de ce roman qui a marqué toute une génération, et ça a été par la suite repris dans des villes comme Paris. Clairement, ce manga a le romantisme à l'italienne, si je peux me permettre ce préjugé. Peach Girl de Miwa Ueda. C'est tout pareil que pour Mars. J'ai dû lire cette licence alors que la série se finissait avec son dernier tome en 2005. La série fait 18 tomes et elle a été éditée en 2003 par Panini. Et sa date de parution au Japon est de 1998. J'ai également un très bon souvenir de ce titre. C'est une rom-com lycéenne, tout ce qu'il y a de plus basique, mais avec des personnages que j'ai trouvé très bien écrits. On comprend très vite qu'il ne faut pas se fier aux apparences, d'autant plus lorsqu'elles sont physiques. Momo, l'héroïne à la peau bronzée et aux cheveux décolorés, donc on pourrait qualifier de Kogals, et qui pourrait donner une image d'elle d'une fille facile et superficielle, mais on comprend aussi qu'il ne faut pas se fier à sa copine, Sae, un personnage secondaire si marquant dans son genre, enchaînant fourberie sur fourberie, qu'elle a eu le droit à un spin-off. Oula, Peach Girl. Mais la série a été abandonnée au bout de 3 tomes, et perso j'ai abandonné je crois au bout du premier ou du deuxième. Le personnage était plus percutant en tant qu'élément perturbateur au sein du triangle amoureux formé autour de Momo. Certainement la rom-com shoujo qui m'avait le plus amusé d'ailleurs. Alors le petit détail marrant, c'est un peu cynique peut-être, c'est que la série a été publiée dans le magazine Besatsu Friends. Donc je devine que la traduction veut dire meilleur ami. On va dire que la mangaka était dans les termes. Banana Fish de Akemi Yoshida, édité par Panini en 2003, la série comptait 19 tomes dans une édition où si les jaquettes sont jaunes, les tranches aussi étaient jaunes, mais ça ne s'arrête pas là. Même les pages étaient jaunes, jaune banane. Sa parution au Japon, elle, date de 1986 et depuis 2021, Panini propose une réédition de luxe qui correspond en fait à un grand format double, mais cette fois-ci, même si les jaquettes sont toujours jaunes, ce n'est plus le cas des pages ni des tranches. Avant que soit réédité le manga, était très recherché et le public a pu profiter d'une adaptation de la licence en animé diffusée sur Amazon Prime. Alors pour ceux qui ont encore un doute, c'est bien un shoujo. Le manga a été prépublié dans un magazine pour jeunes filles, mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas un récit d'action. Voilà, le petit topo, vite fait, le récit se déroule à New York, celui des mafiosos et des gangs de rue des années 80. Ash, chef de bande, charismatique, va se lier d'amitié avec Eiji, un reporter japonais, dans un contexte de tension à cause d'une drogue qui fait des ravages nommée Banana Fish. Bon, clairement, lorsque je l'ai lu, à sa sortie, j'ai pas fait le lien avec un shoujo, mais j'ai bien vu la relation ambiguë entre Ash et Eiji, et elle avait de quoi mettre la puce à l'oreille. Bref, très bon manga, et sa réédition l'a bien remis sur le devant de la scène, même si en le feuilletant aujourd'hui, je regrette le kitsch des pages jaunes. Tomie de Junji Ito, et oui, le Tomie de Junji Ito est un recueil de plusieurs histoires d'horreur prépubliées dans des magazines spécialisés dans l'horreur destinés aux jeunes filles, dont le Genkan Halloween et le Nekumi. Techniquement, c'est donc un shoujo, et ce sera le cas pour bon nombre des titres du mangaka, comme pour les chefs-d'œuvre de Junji Ito par exemple. Édité en 2004, la licence paraîtra d'abord en 3 tomes grand format par Tonkam avant qu'il nous propose une magnifique intégrale en 2012, puis arrêt de commercialisation des mangas de l'auteur, 10 ans avant que Mangetsu relance la licence ainsi que la collection Junji Ito. Concernant Tomie, ce n'est pas peut-être le meilleur titre, par contre, il marque bien l'ADN du mangaka. C'est sa première œuvre parue et son personnage le plus emblématique. Elle fera d'ailleurs une nouvelle apparition dans le tome 1 des chefs-d'œuvre de Junji Ito, donc c'est un personnage assez récurrent. Déclic amoureux de Mari Okasaki, édité en 2004 par Delcourt, je me rappelle que je m'achetais les one-shots de la mangaka, car quelque part j'espérais trouver le même plaisir de lecture que m'avait procuré Nana. Pourtant, c'était différent.
j'ai trouvé ça plus difficile d'accès. J'ai fini par me lasser après BX car j'avais d'autres lectures prioritaires, bien que j'avais bien aimé ce titre, mais Le Cocon et 12 mois ont dormi sur mes étagères sans que je prenne le temps de les lire. Ça aurait mérité que je demande que quelqu'un intervienne pour nous parler de son expérience de lecture sur au moins l'un de ces titres. Alors je vous avoue que c'est trop loin pour que je vous en dise plus, hormis que je trouvais les récits bien plus matures qu'à l'accoutumée des shoujo en format poche. Et la mangaka est revenue sur le devant de la scène en 2021 en France dans la collection Life chez Kana avec End, alors que la quasi-totalité de ces titres étaient édités par Delcourt. Peut-être aurons-nous droit à des rééditions. Princesse Kaguya de Reiko Shimizu, édité en 2004 chez Panini, la série sera stoppée au bout de 17 tomes chez nous alors qu'elle comptera 27 tomes au Japon, sinon sa parution japonaise, elle, date de 1994. À l'image de Seven Seeds de Yumi Tamura, édité chez Pika, les éditeurs ont abandonné leurs lecteurs et ne semblent pas pressés de réparer leurs erreurs alors que les deux séries bénéficient de très bonnes critiques d'estime. Je ne peux hélas pas vous en dire plus n'ayant pas lu cette œuvre. J'avais commandé les premiers tomes en occasion, mais certainement vu le temps que ça met et qu'ils proviennent du bout du monde, et je ne pouvais retarder plus ma vidéo pour ce titre en particulier. La licence n'a pas été un succès éditorial puisqu'elle a été stoppée par Panini, mais il faut remettre dans le contexte où Panini a arrêté de nombreuses séries, qu'elles soient qualitatives ou pas. Pour vous donner un exemple, Sido de Tsutomu Takahashi en faisait partie. Indigo Blues de Ebi Yamaji est un one-shot édité en 2004 chez Asuka. Sa parution au Japon date de 2002. Ce manga est, je crois, mon premier Josei, mais surtout, et à ma grande surprise, mon premier Yuri. Enfin, à l'époque, c'était surtout un récit d'une femme qui se questionnait sur sa sexualité en dualité avec ses sentiments amoureux. J'avais bien aimé ma lecture, mais lorsque je regardais ce tome, je vous avoue, je ne savais pas quoi en faire sur mes étagères. C'était un peu un ovni. Carrie First Love de Kao Miyasaka, édité en 2005 chez Panini, la série compte 10 tomes et sa parution japonaise date de 2002. De souvenir, c'était un shoujo très bien dessiné, mais que j'ai trouvé trop gnangnan en comparaison à Peach Girl ou Mars, pour ne citer que. Donc là, j'étais vraiment dans une recherche de lecture shoujo du même genre que les titres que je viens de citer. 1945 du Ichiguchi Keiko est un grand format édité en 2005 dans la collection Made in de Kana et sa parution japonaise date de 1997. J'ai découvert ce titre il y a quelques mois dans ma médiathèque et j'ai passé un très bon moment de lecture. Le récit traite d'une histoire d'amour contrariée par le nazisme en Allemagne. Alors qu'un frère et une sœur se rebellent à leur niveau contre cet endoctrinement nazi, ces dernières tombent amoureuses du jeune homme engagé dans l'armée qu'elle avait déjà rencontré quelques années plus tôt. Lui non plus ne l'a pas oublié, comme aurait-il pu, alors qu'il s'apprête à rejoindre les SS. Oui, j'ai beaucoup aimé ce récit, qui a toute la dramaturgie d'une belle histoire d'amour, mais aussi de la fatalité de la guerre. J'ai vraiment apprécié le rôle du grand frère qui apporte ces petits éléments qui font toute la différence, et je serais donc curieux de lire d'autres œuvres de l'autrice, comme Là où la mer murmure, édité en 2010, exclusivement chez nous, de ce que j'ai compris, paru chez Kana dans la collection Made in toujours, et c'est une adaptation d'un roman de Leonardo Valenti. Il y a aussi America, édité en 2007 toujours chez Kana, et sa collection Made in, alors que sa parution japonaise date de 1997. Et Les Cerisiers fleurissent malgré tout, un manga qui est sorti en 1993 en France et au Japon, 2 ans après le terrible tremblement de terre qui a touché l'archipel japonaise. Donc voilà, ce sont des titres qui m'intéressent beaucoup de l'autrice. Kimi wa Pet de Yao Yogawa. Alors, édité en 2005 chez Kurokawa, la série compte 14 tomes et sa parution japonaise date de 2000. J'ai beaucoup aimé ce shoujo qui, oui, bon, à l'époque, je ne savais pas que c'était considéré comme un josei. Par contre, j'avais bien apprécié la maturité du récit, déjà parce qu'elle était incarnée par des adultes, puis le récit avait sa petite originalité du fait qu'une working girl se retrouve à recueillir un jeune homme comme on pourrait recueillir un chiot errant. Puis cette étrange relation va leur apporter un certain réconfort, jusqu'à ce que le passé du jeune homme ressurgisse. Je ne suis pas allé à la fin du manga, elle m'a laissé une très bonne expérience de lecture, donc je recommande bien évidemment. Si c'est toujours disponible, je ne sais pas. Elle et lui, Karekano, de Masami Tsuda, édité en 2005 par Tonkam. La série compte 21 tomes et sa parution au Japon date de 1996. Et pour cause, j'ai d'abord découvert la série via son animé, qui d'ailleurs, de mémoire, était très bonne, suffisamment pour me donner envie d'acheter le manga, et au moins les 3 premiers tomes. En vrai, j'ai pas tout de suite fait le rapprochement, puisque l'un se nommait Karekano, dont le titre original de l'œuvre, et l'autre, Elle et lui. Bon, je n'ai pas peur de dire qu'en vrai, c'est un peu l'ancêtre de Kaguya-sama Love is War. Mais je vais laisser Aquarelle vous en parler plus en détail. Elle et lui, Karekano. Alors c'est vraiment une série que je voulais absolument avoir dans ma mangathèque.
Tout simplement parce que plus jeune, j'étais fan de l'adaptation animée, pour laquelle j'avais eu un gros coup de cœur. Et c'est pour ça que j'ai voulu réunir tous les tomes de la série, qui allaient bien plus loin que l'adaptation. Ça m'a pris du temps, j'ai fait le tour des bouquineries, mais j'ai fini par avoir tous les tomes et à lire la série. Alors, elle et lui, de quoi ça parle? Eh bien, en fait, on suit Yukino, l'idole de son lycée, la lycéenne parfaite qui est admirée par tout le monde, mais qui porte en réalité un masque. En effet, une fois qu'elle est à la maison, elle se lâche complètement. Elle est négligée, égoïste, pas classe pour un sou, bref, une sorte de switch girl. Elle adore les compliments et c'est pour ça qu'elle fait tous ses efforts. Sauf que, dans son lycée, elle a un rival, Arima, un jeune homme qui est tout aussi admiré qu'elle. Une rivalité va donc s'installer entre eux. Et cette rivalité va rapidement se transformer en amitié puis en romance. Le début de la série est vraiment drôle et dynamique, mais on se rend vite compte que l'intrigue est bien plus sérieuse qu'elle n'y paraît. On aborde l'adolescence avec justesse, les difficultés à se construire, à être soi-même, à s'ouvrir aux autres. Puis le personnage masculin principal porte un très lourd passé qui va devenir de plus en plus plombant et sombre durant la lecture. L'évolution des personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, est vraiment captivante. Le concept d'origine et l'ombre d'Arima rendent vraiment la série spéciale. Franchement, je vous la conseille sans aucune hésitation. Encore merci Aquarelle, vraiment encore merci, tout est dit. Une licence vraiment feel good, que ce soit en animé ou en manga. Hot Gimmick de Miki Ayara. Alors, édité en 2005 chez Panini, la série compte 12 tomes. Sa parution au Japon date de 2001. Le récit avait quelque chose de plus cru de ce que j'avais déjà lu dans le genre shoujo, et c'est ce qui faisait son charme. Mais ce titre a aussi pour moi marqué la fin de mon envie de découverte du shoujo, car ça y est, j'ai eu l'impression de saturer de ces filles qui tombent sur le charme de leur agresseur. Je ne me souviens plus des détails, franchement je trouvais que le manga était très bon sur plusieurs points, mais un peu comme Anna Yoridango, ça va, il y a taquiner et harceler, et pour Hot Gimmick, il y a agression physique et morale, mais bon, on va justifier ce comportement de collégien par un vieux background tout cramé. Donc certainement un très bon titre, mais qui à l'époque m'a un peu blasé du shoujo manga, il faut que je vous l'avoue. Happy Mania de Moyoko Hano. Alors édité en 2005 chez Pika, la série compte 11 tomes et sa parution au Japon date de 1995. Pour tout vous dire, à l'époque, je ne suis pas tombé sur le charme du premier tome, j'ai abandonné au tome 2, je crois. Je crois que c'est la faute de Peach Girl, encore une fois, tout ça, c'est vraiment, c'est ce titre. Je crois que j'ai essayé de retrouver le même genre de divertissement, mais ce fut pas le cas, voilà. Ce qui fait que je suis passé également à côté de son autre titre, Plaire à tout prix, paru en 7 tomes, toujours chez Pika. Mais le grand public feront la connaissance avec cette autrice à travers son manga Chocolat et Vanilla. Alors, édité en 2007 chez Kurokawa, la série compte 8 tomes et sa parution japonaise date, elle, de 2004. Je sais que son animé a été diffusé sur Kanaji, mais en vrai, après, j'ai jamais lu, j'ai jamais vu, ne serait-ce qu'un extrait, donc je ne connais pas cette licence. Je vous invite à laisser votre avis si vous avez lu, ou l'une ou l'autre de ces séries, et il est à noter qu'il est dommageable, je pense, mais qu'aucune de ses œuvres ne soit disponible en format numérique. Ça m'aurait permis de faire connaissance de ses œuvres. Je souhaitais stopper le rétro shoujo pour 2005, car à partir de là, en tenant compte de mes connaissances, je vais certainement passer à côté de nombreuses œuvres qui valent le détour. Mais il y a quelques titres qui méritent tout de même qu'on s'y attarde, et ce n'est pas tous les jours que je vais vous proposer une vidéo exclusive sur le shoujo, alors on y va à fond, allez-y. Je déborde sur 2006 avec parmi eux de Iyasaya Nakajo, édité en 2006 chez Tonkam. La série compte 23 tomes, sa parution japonaise date de 1997 et en 2010 sortira sa version Deluxe en 12 tomes. C'est bien souvent synonyme de succès éditorial d'ailleurs, il faisait partie des licences qui ont le droit au collector 15e anniversaire des éditions Tonkam en 2008 en compagnie de Vagabond, Gantz, Zetman, Video Girl Eye et Hikaru no Go pour ne citer que ceux que je possède. Mais il y avait aussi Ichigo 100% et Fushigi Yugi. Après, je ne peux pas vous en dire plus car de souvenir, j'ai acheté le tome 1 mais j'ai plus aucun souvenir de celui-ci. C'est pourquoi j'ai fait appel à Le Mangavore qui lui va vous expliquer ce qu'il a pensé du manga. Je reviens une fois de plus à vous pour vous présenter cette fois un shoujo, purement shoujo. Il s'agit du manga Parmi eux, qui est connu
plus sous le titre de Hanakimi, donc publié en France entre 2007 et 2010 je crois. Ça a été compilé en 23 tomes plus 2 tomes spin-off. C'est un pur shoujo, on y suit Mizuki Ashiya, une jeune américaine, ne la jugez pas, qui est complètement fan d'un champion de son auteur du nom de Izumi Sano. Elle en est fan à un point qu'elle va se travestir pour intégrer le même lycée pour garçons que lui. Alors, plot twist, dès le premier chapitre, ce n'est pas un spoiler, elle se fera griller par Sano, elle ne le saura pas, mais lui, il va la griller et ça va être très drôle de voir toutes les situations qui ont découlé de ça, de lui qui va tout faire pour essayer de la protéger ou de se... Je vais pas dire de se contenir parce que sinon je vais le faire passer pour un agresseur sexuel. Mais voilà, qui va vraiment tout faire pour la protéger et tout parce qu'elle se rend pas compte de plein de choses. On y suit plein d'autres petites aventures de personnages de leur classe, du lycée et d'autres. Il n'y a pas de sous-intrigue à base d'harcèlement scolaire, de viol ou de trucs comme ça. C'est vraiment purement un pur shoujo. C'est mignon, moi j'adore, ça fait vraiment partie de mes shoujo préférés. Je crois que si je devais faire un top 5 de mes shoujo préférés, il serait facilement dans mon top 3. Il y a eu 2 éditions, comme je disais, on a eu cette édition-là en 23 tomes plus 2. Et ensuite, Tonkam nous a ressorti une édition Deluxe, ou Perfect, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, voilà. Comme ça, en moyen format, voilà, ce sont des doubles tomes, il y en a 12. Alors, si jamais vous cherchez cette édition-là, oubliez tout de suite, ou alors préparez-vous à vendre un rein, parce que ça cote à 50 € le tome. Voilà. Côté adaptation, on a eu le droit, si je dis pas de bêtises, à 2 adaptations en live. Une en 2 minutes et une en 2011. J'ai pas grand-chose à en dire. J'en ai vu une il y a très longtemps, et c'est trop flou pour que je m'en souvienne. Là où ça passe moins dans le drama que dans le manga, c'est que dans le drama, comme c'est avec des acteurs réels, eh ben, on le voit que Mizuki est une fille. Voilà. Sinon, il est pas mal. Donc si vous cherchez un petit shoujo tout simple, avec zéro violence, que de la bonne humeur, du sourire et tout, lisez parmi eux. C'est tout ce que j'ai à dire. Encore merci le Mangavore. Alors petit détail que tu as oublié concernant la Deluxe, c'est ce petit goodies incorporé au signet. Je trouve ça vraiment très mimi. Clairement j'aurais bien vu ça pour la Deluxe de Sailor Moon. Puis effectivement l'intégrale de la série en Deluxe est hors de prix, mais vous pouvez faire comme moi et vous contenter des premiers tomes pour 3 fois rien, genre 15 € les 3 premiers tomes. Bon après c'est juste pour l'objet parce qu'ensuite faut se débrouiller autrement pour la série. Enfin ça c'est ce que j'avais écrit avant que Delcourt Tonkam annonce la réimpression de la Deluxe pour cet automne 2022. Le pays des cerisiers de Fumio Kono, édité en 2006 chez Kana, sorti en 2004 au Japon. J'ai lu ce one-shot en 2021 après avoir suivi les recommandations de tierces personnes, que ce soit sur mon ancien Discord ou dans les commentaires YouTube. En même temps, en titrant ma chaîne Manga Badass, on m'a mis en garde que je n'aimerais probablement pas ce titre, alors que c'est un récit véritablement émouvant sur la ville d'Hiroshima. Alors ma première lecture était un peu brouillonne car j'avais du mal à capter sur les 2 autres récits qui suivent le premier, c'est le genre de titre que j'affectionne particulièrement, sachant qu'on prendra plaisir, un plaisir encore plus grand à la relecture. Le style de dessin est particulier, il faut le reconnaître, mais cela fait aussi son charme. Hélas, il n'est plus commercialisé, si ce n'est comme je l'ai fait en occasion, vous avez une chance de le trouver. Il en est de même pour Coco, un manga pour enfants avec un gallinacé, ouais, un one-shot, hélas lui aussi plus disponible alors qu'il est sorti en 2010. Je viens d'ailleurs de me le procurer en occasion. On m'a aussi recommandé Dans un recoin de ce monde en 2 tomes et il est fort possible que je me le procure d'ici peu car lui par contre est toujours commercialisé ainsi que son manga pour Senpai. Toujours en 2021, j'ai lu Pink de Kyoko Okazaki, édité en 2007 chez Saka. Bien que sa parution date de 1993 au Japon, j'ai découvert cette autrice avec ce one-shot et je peux vous dire que malgré un style graphique véritablement déconcertant, j'ai été pris par le récit dès les premières pages et les dessins qui paraissent d'abord minimalistes se sont révélés bien plus immersifs que je ne l'aurais imaginé. Le thème de ce manga tourne autour de la prostitution et de la relation de couple, mais empruntant un angle de vue tout en originalité et en légèreté, et avec cette dose de grotesque pour traiter un thème plutôt dramatique. Alors d'ailleurs, il y a peu, j'ai également lu Rock de Kyoko Okazaki, édité en 2010 chez Saka. Sa parution au Japon, elle date de 1990. Alors j'ai d'abord emprunté ce one-shot en médiathèque, pour ensuite me le procurer en occasion, ayant de nouveau adoré ma lecture.
La relation de couple est de nouveau traitée de manière assez inédite, ça rentre dans l'art quoi. Bien que j'ai trouvé, durant ma lecture, ce parfum que l'on peut sentir dans le manga Nana. Ouais, c'est en parlant de cette lecture avec Dark Juju que j'ai appris que cette mangaka fait partie des références de Ai Yasawa. Alors par la suite, je me suis procuré River's Edge, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais comme chacun des mangas que je viens de citer, de Kyoko Okazaki, plus aucun de ces titres sont commercialisés. Nous n'avons d'autre choix que de se tourner vers le marché d'occasion. Je peux déjà vous dire que le prochain titre que je me prendrai de l'autrice est Helter Skelter. Voilà. Lovely Complex de Aya Nakahara, édité en 2007 chez Delcourt. La série compte 17 tomes. Bon, je le cite pour le citer parce que en soi, j'ai pas été convaincu par le tome 1 que j'ai lu, histoire de me faire une petite idée, bien que celle-ci possède de vraies qualités graphiques et narratives, mais je sais pas, je crois que je n'ai pas accroché l'histoire qui est basée sur le complexe de la taille d'une jeune fille un peu grande et d'un jeune garçon un peu petit qui aurait mérité d'être plus grand. Ces deux-là se chamaillent tout le temps et ils sont finalement très proches l'un et l'autre aux yeux des autres, si ce n'est par la taille. Voilà, faudrait que je lui donne une autre chance avec la lecture du tome 2. Si vous pensez que le manga mérite qu'on s'y attarde, n'hésitez pas à nous le dire dans les coms. Lollipop de Rikako Iketani, édité chez Delcourt en 2008, la série compte 7 tomes. J'ai commencé à lire cette série cette année et j'ai été convaincu dès le premier tome, pour sûr que je me lis l'intégrale d'ici peu. Cette lecture est un vent de fraîcheur qui me rappelle sur certains aspects Peach Girl, par son enthousiasme, bien qu'en vrai il y a peu de points communs. Je vous fais un petit topo. Les parents de l'héroïne vont gagner au loto et ils vont faire leur vie en laissant leur fille dans une famille d'accueil genre Airbnb afin qu'elle continue ses études dans le lycée où elle a toutes ses amies. Par la suite, elle fera la rencontre de 2 garçons que tout oppose bien sûr, mais ni l'un ni l'autre ne la laisseront indifférente. Franchement, je lui ai trouvé du peps à cette série, bien écrite avec des personnages et des dialogues qui ne sonnent pas creux. J'ai vraiment hâte de lire la suite, d'autant plus que j'aime beaucoup le dessin. Voilà. Et en 2014, Delcourt éditera également Six Hall de la même autrice et la série comptera 11 tomes. Le Pacte des Yokai a édité en 2008 chez Tonkam. La série est toujours en cours avec 21 tomes contre 28 au Japon. D'ailleurs, sa parution japonaise date de 2005. C'est une série qui m'intriguait depuis un moment, apprenant qu'à chacune de ses sorties au Japon, la série fait partie des top ventes Oricon. Alors j'aurais bien fait intervenir une personne étant à jour dans la série, mais ça s'est révélé assez compliqué. Et puis ne dit-on pas que nous ne sommes jamais mieux servis que par soi-même? Alors grâce à un ami dont je tairai le nom, mais bien présent dans cette vidéo, j'ai pu me procurer les scans de la licence et j'ai été agréablement surpris en me laissant porter par l'histoire. Là où le manga Mushishi, je n'ai jamais pu véritablement lire plus que le tome 1, je fais ce comparatif car je trouve qu'il y a quelques points en commun, surtout si on le mixait avec Inuyasha. Alors, je vous arrête tout de suite, on est loin d'un manga d'action, du moins de ce que j'en ai lu, mais il y a une vraie interaction avec les yokai, ce qui peut vous paraître évident au vu du titre. Je vous fais un petit topo vite fait. C'est l'histoire d'un garçon qui a la faculté de voir les yokai depuis toujours. Et dans sa vie de tous les jours, cela a parasité ses relations sociales. Je vous laisse imaginer le truc. Un jour, alors qu'il fut pourchassé par un yokai, il va partir à la recherche d'un carnet de sa grand-mère qui contient le nom de bon nombre de yokai, sachant qu'avec ces noms, il a le pouvoir de les contrôler ou de les libérer. Je ne rentre pas dans les détails, le yokai qui le poursuivait va s'associer à lui à condition que s'il meurt, il puisse récupérer ce carnet. Mais tout est là, l'ambiance, les situations, quelques petits mystères, puis un jeune homme qui finit par se révéler en venant aux aides aux yokai, mais aussi aux humains dans une autre mesure, mais surtout à lui-même. Je ne vais pas plus tricoter que ça, parce qu'actuellement je n'ai lu que quelques tomes, genre 3 ou 4, mais quel dommage que cette série ne soit plus commercialisée, si ce n'est ces derniers tomes parus chez nous, donc ces 3 derniers tomes. Et on apprend, et elle était plus que bienvenue, une réimpression de la part de Delcourt Tonkam. Oui, je sais pas s'ils nous ont écoutés, voilà. En tout cas, elle a été annoncée pour l'été 2022. Skip Bait. Alors, de Yoshiki Nakamura, édité en 2008 par Casterman dans sa collection Saka. La série compte 44 tomes, donc 47 au cours au Japon. Ça d'ailleurs, sa parution japonaise date de 2002. Je n'ai lu que le premier tome alors que je préparais cette vidéo et il est fort probable que je lise la suite car j'ai vraiment, mais vraiment bien apprécié ma lecture. Et pourtant, lors des 20 premières pages, ce n'était pas gagné. Mais alors vraiment pas gagné.
Le récit commençait avec une fille en love d'un idol qui se révèle être un ami d'enfance, et vu le profil de gars, je me suis dit oh non, encore une histoire à la con, une meuf qui est love, qui s'apparente être une grosse merde. Et puis, retournement de situation, autant je n'étais pas fan de Actage, qui je trouve pété plus haut que son cul, mais ce qui reste assez représentatif du monde de la comédie, autant j'aime beaucoup le délire du show business dans ce manga. Et l'héroïne, que je voyais ingénue, en train de faire la carpette, se révèle être pleine de surprises. Je suis conquis dès le premier tome et j'ai hâte de lire la suite. Je sais qu'Aquarelle l'a lu, mais je n'ai pas osé lui demander d'intervenir, ne voulant pas abuser de sa gentillesse. Nodame Cantabile de Tomoko Ninomiya. Édité en 2009 chez Pika, la série compte 25 tomes qui sont également disponibles en numérique. Sa parution au Japon date de 2002, c'est un manga qui met en scène deux personnages que tout oppose, si ce n'est un talent certain pour la musique. L'un est maniaque et rêve de devenir chef d'orchestre, tandis que l'autre est bordélique mais joue étonnamment bien du piano. Je vais laisser Chloé vous en parler mieux que moi, puisque je n'ai pris le temps de lire que 2 tomes à l'heure où je tourne cette vidéo. Je vais donc vous parler de Nodame Cantabile. C'est un manga que j'apprécie tout particulièrement et donc je suis ravie de vous le présenter. Qu'est-ce qui se passe dans ce petit manga? Pas si petit, hein, il y a quand même 25 tomes. Eh bien, on y suit Nodame, qui est une jeune fille au tempérament assez particulier, puisqu'elle est extrêmement extravertie, elle est bordélique, elle est très originale, chaotique, enfin voilà, c'est vraiment le personnage exubérant par excellence, qui ne reste pas à sa place et qui est souvent très drôle et qui amène beaucoup de quiproquos. Sauf que malheureusement pour elle, elle gravite dans un univers où ce genre de comportement n'est pas forcément le bienvenu, puisqu'elle est musicienne, elle est pianiste, et le milieu de la musique est lui très rigide, très guindé. Et c'est donc dans ce milieu si particulier qu'elle va faire la rencontre de Chiaki, qui est un pianiste aussi mais qui veut devenir chef d'orchestre. Et par la force des choses, malgré leur tempérament complètement opposé, eh ben, ils vont finir par devoir cohabiter, puis bien s'entendre et puis évoluer ensemble. C'est donc un manga de musique mais aussi une romance en fait qu'on suit entre ces deux personnages. Et personnellement c'est un manga que j'adore parce que déjà c'est extrêmement drôle. On a un contraste saisissant entre les deux personnages principaux. Nodame qui est complètement extraverti, qui casse complètement le stéréotype de l'amoureuse en fait, puisque c'est une romance. Et à côté de ça, Chiaki qui est lui hyper rigide, et en fait leurs deux tempéraments se heurtent régulièrement et ça crée un cocktail vraiment très très drôle. J'aime aussi beaucoup Nodame parce que c'est vraiment une héroïne qui est certes drôle mais qui est aussi franchement touchante. Elle a une histoire, elle a une certaine profondeur et une subtilité dans l'écriture de son personnage qui fait qu'elle est vraiment très attachante. Et aussi j'aime le fait que ce personnage brise en fait un petit peu les stéréotypes de genre. On n'a pas forcément pour habitude de mettre en place une romance avec un personnage aussi extraverti, aussi haut en couleur. On a plutôt l'habitude de mettre en place des romances avec des jeunes filles un petit peu timides, un petit peu sages, et là c'est complètement le contraire et je trouve que c'est très intéressant d'avoir aussi ce type de représentation. C'est pourquoi j'aime énormément Nodame Cantabile et que je vous le recommande. Bon allez, c'est décidé, il faut que j'avance dans ma lecture de ce titre qui après tout est un manga de musique sans musique, et ça j'adore, un peu comme Kid on the Slope que je ne saurais que trop vous recommander, même si on sort du cadre du rétro manga, bien que son récit lui s'y prête parfaitement. Sawako de Karuo Shina, édité en 2009 chez Kana, la série compte 30 tomes et sa parution au Japon date de 2006. C'est le récit d'une fille qui n'arrive pas à se créer un cercle d'amis puisqu'elle dégage une aura de fille maudite dont tous ses camarades de classe craignent de s'approcher. Jusqu'au jour où elle fera la connaissance d'un garçon en bon terme avec tout le monde qui lui portera de l'attention et très vite de l'affection, ce que la jeune fille n'imagine même pas tellement elle se sous-estime. Et elle le porte en haute estime. Par la suite, un cercle d'amis va se constituer autour d'eux, donc autour d'elle. Je trouve que les persos secondaires sont bien introduits. Un peu ce que j'ai apprécié dans Blue Flag. Après ces 30 tomes, et vu comment ça rame niveau expression des sentiments, je me dis qu'il risque de se tourner autour bien longtemps. J'espère que ça ne deviendra pas trop gnangnan d'un point de vue de relation amoureuse, même si c'est l'âge des protagonistes qui s'y prête bien aussi. Bien sûr, je devine qu'il y aura d'autres éléments qui feront de cette licence un très bon shoujo. N'ayant eu l'occasion de lire que les 2 premiers tomes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé après avoir lu l'intégralité du titre ou juste quelques tomes de plus.
Five de Shiori Furukawa, édité en 2009 chez Kana. La série compte 15 tomes. Sa parution japonaise date de 2004. Lors de la lecture du premier tome, je n'avais vraiment pas été conquis par les dessins, pas qu'ils soient moches, loin de là, mais peut-être un peu trop particuliers, surtout en ce qui concerne le groupe des 5 garçons qui vont prendre sous leurs ailes l'héroïne du manga. Ce n'est que le premier tome, mais je les trouve plats. Leur caractère design un peu brouillon, ils n'ont pas toujours la même tête, et puis il y a des cases au niveau de la planche où je comprends rien. Alors sinon, je peux comprendre que c'est un manga qui peut plaire, d'autant plus que le personnage féminin a du caractère, et j'aime bien lorsqu'elle parle d'avoir peur d'être manipulée. On voit ça si souvent dans les shoujo que ça donne comme un petit air frais au récit, une personne qui est consciente de ça. Bien sûr, si vous avez des trucs à dire histoire de donner envie de lire la suite, n'hésitez pas, cette vidéo est faite pour ça aussi. Switch Girl de Natsumi Eida, édité en 2009 chez Delcourt. La série compte 25 tomes et sa parution japonaise date de 2006. Delcourt Tonkam a annoncé la réimpression de ce titre, ce qui en ravira plus d'un et plus d'une car ce manga fait preuve d'humour et de caractère. Je vous fais le petit topo vite fait de l'œuvre. L'héroïne est une collégienne belle et populaire, toujours bien coiffée et bien maquillée, mais lorsqu'elle rentre chez elle, elle passe en mode off. Seulement un nouvel élève va découvrir son secret, mais alors que lui se présente tout moche avec ses grosses lunettes d'intello, et tout, lui se révélera être un beau gosse. Un sacré point commun qui fera qu'ils se protégeront mutuellement leurs secrets. J'avais beaucoup aimé les premiers tomes, ça vaudrait le coup de s'y intéresser de nouveau avec les réimpressions prévues cet automne 2022. Récemment, en 2021, est sorti Analog Drop chez Akata de la même mangaka et c'est en 2 tomes terminés. Et on va finir avec la mangaka Moto Hagio, reconnue comme la mangaka qui a révolutionné le genre en élargissant les horizons du shoujo manga, et cela à travers les thèmes comme la SF et le fantastique, mais aussi avec des récits plus réalistes. Elle est aussi considérée comme la pionnière du genre boys love, mais on ne peut pas la restreindre à ça, ce serait la caricaturer avec ses consoeurs du groupe de l'an 24. Contrairement au studio Clamp, le groupe de l'an 24 est informel. Alors si j'ai bien compris, il incorpore des mangaka représentant cette nouvelle génération, innovant dans le shoujo manga, et ce à travers leur style graphique et leur narration. Par exemple, Ryoko Ikeda, donc la mangaka de La Rose de Versailles, est souvent incorporée à cette génération. Voilà, c'est un style graphique et une narration où les monologues deviennent aussi importants que les dialogues à travers des textes hors de leur bulle. Les compositions sont linéaires, elles s'étendent sur l'ensemble de la planche entre corps et portraits qui s'échappent des cases, mais aussi avec des trames et autres effets visuels qui sont là pour créer une atmosphère plutôt qu'un classique storyboard de plans en mouvement. Alors concrètement, qui fait partie de ce groupe de l'an 24 ? Je vous laisse à vos recherches, c'est ça qui est bon aussi lorsqu'on se passionne pour quelque chose, il faut parfois aller chercher les choses. C'est avec le cœur de Thomas que j'ai fait la connaissance du Moto Hagio, édité en 2012 chez Kazé. Sa parution japonaise en 3 tomes date de 1974 et de 95 dans son format intégral. C'est en 2020 ou en 2021 que je me suis procuré le one-shot édité par Kazé. C'est aussi clairement mon premier boys love. Alors on retrouve un pensionnat de garçons dans une Allemagne qui permet à la mangaka de dessiner de beaux jeunes garçons blonds aux cheveux bouclés et aux grands yeux brillants. L'histoire se déroule après la mort accidentelle d'un élève, donc de Thomas, qui se révélera être tout autre, après la découverte d'une lettre d'amour à l'intention d'un autre élève. J'ai trouvé le récit fascinant, bien que quelque peu surpris par le traitement des jeunes garçons et leur déférence plus qu'ambiguë envers leurs aînés. La beauté des jeunes garçons est au début l'axe central du récit, pour ensuite s'attarder plus intensément sur la psychologie et des souffrances qu'engendre le sentiment amoureux et la perte d'une personne qu'on aime. Ce manga est devenu très compliqué à se le procurer à un prix abordable, donc j'espère que l'abonné qui a eu la chance de le gagner lors de mon dernier concours est ravi de cette acquisition et qu'il ne s'est pas laissé tenter par la revente. Sinon, le cœur de Thomas est disponible en version numérique et bien sûr je vous le conseille, ne serait-ce que pour l'expérience de lecture qui nous sort de notre zone de confort. Et je vous dirige vers son anthologie. Elle a moins de 10 ans, donc en principe je ne peux pas l'intégrer dans ce format shoujo rétro, mais bon, ce sont quand même des récits qui datent des années 70, donc bon, on va faire un petit écart. Édité en 2013 chez Glénat, dans un coffret réunissant 2 tomes, avec entre autres un de ses titres les plus connus, comme Nous sommes 11. Hélas, ce produit n'est plus commercialisé pour l'instant. Ce n'est peut-être que temporaire et c'est vraiment dommage parce que c'est un très bel objet faisant partie de la gamme vintage de Glénat, mais bien plus qualitatif que ce que propose Ashitanojo par exemple. À défaut, l'anthologie de Moto Hagio est disponible en numérique et elle offre un rendu de toute beauté sur tablette car elle intègre de nombreuses pages couleurs.
Voilà, je remercie les plus courageux d'entre vous, et plus courageuses bien sûr, qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. J'ai aimé la produire d'une petite idée, c'est devenu une petite aventure. D'autres personnes ont participé à cette création, n'hésitez pas à vous intéresser à elles et à eux. D'ailleurs, je remercie particulièrement Aquarelle, qui est la première à avoir répondu présente, alors que c'était une première pour elle de se montrer en face cam. Et oui, il y a des shoujo manga badass. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, ciao!